C'est tout bon? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, Et Bienvenue bonsoir. chez Les Relais Noirs. Encore un 10e épisode. Déjà. Putain 10 ans. Bah non. Putain 10 épisodes. Alors ce soir, on revient après donc le dernier épisode qu'on avait eu avec nos amis des Bastonneurs et la Division 404. Ce soir, on revient avec un épisode un peu particulier avec un invité de marque. Donc nous avons avec nous ce soir ce cher Invictus, que certains connaîtront forcément, et pour ceux qui ne le connaîtront pas, eh ben, on s'attellera à faire en sorte que vous compreniez d'où ce bon Invictus vient, pourquoi il est avec nous ce soir, et qu'est-ce que, disons, quelles sont ses activités autour du Wargame. On va parler aussi Open et GT, et c'est lié puisqu'Invictus fait partie des organisateurs de l'Ogre, qui est l'Open du Grand Est, qui est un gros tournoi. Donc c'était cette année à Saverne, donc dans l'Est. Donc en gros, c'est the place to be dans l'Est. Si vous voulez faire un GT, c'est là-bas. Donc on s'est dit avec JB, on va faire un épisode là-dessus. Donc on a demandé gentiment à Invictus de venir nous voir. Et puis il a gentiment accepté. Et donc on va parler de tout ça ce soir. Mon bon Tout à JB, fait. je te laisse la main. Et puis voilà. Allons-y gaiement. Euh, déjà, on va remercier Invictus d'être là ce soir à nouveau. Bon, avec plaisir. Euh, déjà, moi je te connais, depuis que j'ai commencé le jeu compétitif, ça fait 1 an et demi, parce que je te vois à travers les vidéos de la FEC, et puis je t'ai rencontré en tournoi, etc. Mais pour commencer, et je trouve ça toujours sympa quand on voit des gens qui le font sur d'autres supports, que tu nous racontes un petit peu comment tu as découvert l'univers de Warhammer 40 000. Et comment t'es venu au jeu compétitif, et ainsi de suite. Si tu veux bien te présenter pour tout le monde, pour nous. Ça marche. Bah, du coup, Invictus ou Johan, tout simplement, 34 ans. Je suis dans le hobby depuis à peu près 1999, quelque chose comme ça, puisque j'ai commencé avec une petite boîte de Dark Crusade, Oui, c'était Dark Crusade, je crois. Space Crusade, pardon. Space Crusade qui m'avait été offerte par mes cousins et mon oncle qui étaient déjà dans le hobby. Du coup, j'ai commencé très petit. C'était le début de la V3 avec des Aïe, aïe, Eldar, aïe. tout ça, tout ça. J'ai jamais vraiment arrêté. Oui, je sais que beaucoup de monde, en général, fait une pause pendant les études supérieures ou le On n'a pas eu début de la vie de d'adulte. Dark Edge du hobby, quoi. Non, c'est ça, j'ai eu la chance de toujours avoir des amis, une association, un club de jeu pour continuer, on va dire, à faire vivre le hobby. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu, passionné pour le côté, communautaire, passer du temps avec des gens qui ont la même passion, rencontrer des personnes, dans des clubs ou justement, des tournois, on pourra y venir ensuite. Le côté, lore extrêmement riche, la peinture, c'est venu beaucoup plus tard, mais le bricolage et la conversion de figurines, le jeu pépère le dimanche ou le week-end dans son grenier qu'on a aménagé avec des amis, et puis un petit peu plus tard, effectivement, la vie compétitive. Ça doit faire à peu près, je sais pas, 10 ans. J'ai commencé les tournois en V5, bon, un peu plus de 10 ans maintenant, du coup. Donc tu n'es pas Euh, seulement arbitre, tu es joueur compétitif à la base. C'est ça, je pourrais vous discloser un peu toutes mes casquettes parce qu'il y en a quelques-unes. Mais ouais, j'ai commencé à faire des tournois, quelque chose comme la V5 à l'époque, avec de l'Eldar Noir quand il y a eu la première refonte des figurines et de la gamme. Et je suis devenu arbitre euh, à la sortie du Covid, je dirais. J'avais arbitré un petit peu des events TTS pendant le Covid, mais en vrai, ça a été surtout à la sortie du Covid avec un petit peu en même temps le fait que j'ai rejoint le bureau de la FEC. On va pouvoir détailler un petit peu tout ça et puis rentrer un peu plus au service de la communauté, pas seulement profiter du jeu et des événements, mais vraiment organiser des événements. J'en avais organisé quelques-uns avant le Covid également à plus petite échelle, mais organiser, arbitrer, soutenir les clubs, soutenir les associations, on pourra détailler tout ça aussi, mais avoir un rôle un petit peu plus global pour que tout le monde puisse vivre son hobby et le partager dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment, je vais pas dire un cœur de métier, mais une passion qui m'a jamais lâché, le C'est Warhammer une passion 40K. qui est très prenante, parce qu'avec toutes tes casquettes, j'imagine que ça te prend beaucoup de temps.
C'est ça, mais après c'est du temps qu'on donne volontairement parce que ça Ouais, reste mais du c'est pas une volontariat de toute contrainte. façon, enfin du bénévolat, pardon, et c'est du temps que je donne, bah, parce que c'est intéressant, c'est gratifiant, ça permet d'apprendre plein de compétences, diverses et variées, qu'on peut après utiliser dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ce le côté humain comme je disais, qui est extrêmement important pour moi, ça permet de rencontrer, bah, plein de monde qui partagent la même passion, de se faire des nouveaux amis, grâce à l'arbitrage notamment, bah, de rencontrer les communautés, bah, du nord, du sud, de l'ouest, puisque moi je viens du Grand Est, Lorraine et Alsace, et c'est vraiment ouais, je pense que gratifiant est le bon terme, hein, parce Oui, qu'on ça en tire s'entend. beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté aussi, puisque c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose, après un événement qu'on a organisé ou qu'on a aidé à organiser justement, on voit que les joueurs ont passé un bon moment, on tisse des liens et ça c'est intéressant. C'est prenant, c'est parfois un petit peu fatigant quand on organise plusieurs choses en même temps ou qu'on arbitre en même temps ou qu'on cumule, on va dire, un petit peu les emplois, c'est une charge mentale, mais c'est une charge mentale qu'on ne s'impose pas, mais qu'on fait par vocation, on va dire ça comme ça. Oui, par envie, c'est pas forcé. Oui, c'est ça. Que du coup, en termes de casquette, alors je suis au bureau de la FEC, avec, bah, des gens que vous connaissez, Goth, Darkan, Immortus, Manwë, Babelben, et j'essaierai pas de citer tout le bureau parce que je sais que je vais en oublier et du coup je m'en voudrais. Mais en tout cas, les personnes qui, bah, depuis, quelques années et ou celles qui ont rejoint le bureau cette année comme, Cèdre et Bowser par exemple, ont à cœur comme moi de faire vivre la communauté, et de créer des bonnes conditions pour pratiquer le hobby. Je m'occupe, quand j'ai le temps, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu laborieux pour moi, mais j'essaie de développer la communication de la fédération, parce que ça a toujours été quelque chose qui permet de créer du lien avec la communauté. C'est- et c'est important de pouvoir faire descendre les informations, mais aussi prendre le pouls de la communauté, entendre les besoins les besoins, les commentaires, et avoir une relation qui va dans les deux sens. Qu'on a pu faire par exemple avec Radio FEC au début, puis ensuite les live Twitch sur la chaîne de la FEC avec les Oui. rediffusions sur YouTube, les petits tutoriels qu'on essaie de poster, les lives d'arbitrage qu'on fait pour expliquer les nouvelles règles de Dataslet, etc., etc. À côté de ça, je suis, référent régional, Grand Est, c'est-à-dire que j'aide les associations à organiser les événements de ligue par équipe. Trouver des salles, monter les budgets, mettre en commun les décors, le matériel, les tapis, essayer de coordonner un petit peu tout ça pour que les événements se marchent pas dessus, entre le solo, l'équipe, que les Ligue 3 se passent pas, toutes le même week-end pour éviter qu'on soit en «dèche d'arbitre» entre guillemets. Essayer de booker un petit peu tout ça, assez tôt dans la saison pour que les équipes puissent se préparer, donc un petit rôle de supervision, on va dire. Je suis également, parce que comme on dit et comme je disais, j'aime bien cumuler, arbitre régional en chef, ce qu'on appelle un ARC, et ce qui consiste, grosso modo, en résumant la chose, bah, à essayer de recruter des nouveaux arbitres et également à les accompagner, les former, faire du binomage sur un événement, bah tiens, moi j'arbitre telle ligue, si tu es disponible, tu peux venir et on fait l'arbitrage ensemble. Hem, quand le groupe d'arbitres du secteur a peut-être une petite faiblesse, je sais pas, sur la cloque ou sur les charges complexes à travers les murs, bah paf, on se fait une petite formation. Mmh. Si bah, sur le mois d'octobre, novembre, décembre, bah, on a 3 ligues, 2 solos et un open, bah, essayer justement de coordonner les arbitres pour couvrir tous les événements et pour que les gens puissent se reposer aussi, puisque le but n'est pas de s'épuiser. Et comme on parle d'événements, ben, en plus des événements de ligue, je donne un petit coup de main à toutes les associations bon, en fonction du temps disponible bien sûr, mais j'essaie de faire au mieux, d'aider toutes les associations qui souhaitent organiser des petits événements solo ou des petits événements par équipe également. Et les Open, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, je suis co-organisateur de l'Ogre, l'Open du Grand Est à Saverne, dont on a fait la troisième édition. Et cette année, on a deux Open qui se sont rajoutés dans le Grand Est, l'Open de Strasbourg,
qui s'est fait mi-juillet, le 15 je crois ou le 14, enfin le week-end peut-être du 14 juillet, je ne sais plus, Oui, cet été, ouais. organisé à Strasbourg par l'association Stratégie. Et là, à la fin du mois de septembre, à Saulnes, près de la Belgique et du Luxembourg, justement, l'Open des Trois Frontières organisé par l'association Host du PIO, où ces deux événements, je ne suis pas organisateur, enfin, ou co-organisateur en l'occurrence, mais je donne un soutien arbitral pendant l'événement déjà, et ensuite sur la correction de liste, sur le règlement, sur la mise en commun de décors, par exemple, si une association n'en a pas assez et qu'une autre association peut en prêter. J'essaie de faire le lien, de mettre en contact les gens et de faire qu'on puisse développer en fait le tissu compétitif dans le quart, ce que j'appelle le quart nord-est. Donc c'est Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté aussi, où il y a, depuis l'année dernière, il y a pas mal de gens qui ont créé des équipes de ligue et qui commencent à créer, enfin qui ont commencé l'année dernière à créer des événements solo. Et donc je Chapeau de tout ça. consomme mais volontairement tout mon temps libre pour essayer d'aider un petit peu tout le monde. Avec le rêve fou un jour de pouvoir déléguer, mais bon, c'est pas encore fait. Bah, ça viendra parce que le jeu se développe et je pense qu'on aura de plus en plus de monde et de plus en plus de gens qui vont vouloir, participer et aider au développement. On va en reparler tout à l'heure, mais l'idée, c'est aussi que tu nous expliques un petit peu pour, les gens qui veulent se lancer là-dedans, comment s'y prendre, qui contacter, comment faire. Il y a un Ouais, truc tout à dont fait. tu pas trop parlé, mais on en a parlé en off tout à l'heure. Tu es aussi joueur de ligue. On peut te croiser sur une table C'est vrai. et essayer de te mettre C'est un 20 essayer de te mettre un 20Z, c'est ça? c'est ça, c'est la dernière casquette, donc joueur en Ligue 2 Nord-Est avec, l'équipe des Licornes truquées et joueur solo beaucoup plus occasionnellement. Parce qu'en général, je me concentre justement sur le jeu par équipe. Mais je joue aussi à TTS, je fais aussi des scrims TTS, donc il y a toujours possibilité de s'organiser, ou même des games amicales de temps en temps. Je joue aussi, il y a toujours possibilité de jouer ensemble. Parce que vous avez 2 équipes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai l'impression de 2 joueurs. C'est ça, c'est ça. On a donc les licornes truquées en Heu, Ligue 2 et les licornes truquées en Ligue mais 3 Marne et Moselle, avec justement des équipes du Luxembourg, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Parce qu'on a un collectif, je vais dire ça à la louche, d'une vingtaine de joueurs, une bonne vingtaine quand même, où justement on a notre Discord en commun, on joue tous ensemble. L'équipe des licornes truquées est basée principalement sur le secteur Metz-Thionville, avec tous les mardis soirs, peut-être 6, 7, 8 tables en même temps, dépendamment du nombre de gens qui sont dispo. Avec d'autres amis, typiquement des fuseurs lorrains qui viennent jouer également avec nous, qui sont d'accord. montés en Ligue 1 pour cette année. Et ça tourne beaucoup, ça tourne pas mal. Mais rassure-moi, tu n'es que joueur dans l'équipe? Oui, 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 non, Avec toutes les casquettes que tu je as par ailleurs? c'est ça. J'ai déjà essayé d'être coach quand j'étais pas sélectionné comme joueur, et je suis un mauvais coach. Je sers à rien en tant que coach, donc autant rester joueur. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas mal. Du coup, j'aimerais bien aussi transitionner tout de suite sur, pourquoi tu es devenu arbitre alors qu'à la base tu étais joueur, que tu faisais des tournois, donc ça veut dire que tu aimes jouer. Quand on dit arbitre, ça veut dire qu'on ne joue pas, qu'on joue moins. Pourquoi es-tu devenu arbitre? Bah, en fait, comme je disais, je dis ça de mémoire, mais j'avais déjà commencé à organiser des petits tournois avant le Covid, quand j'habitais par exemple encore à Metz avec l'association La Tour des Esprits, puis après j'ai déménagé en Alsace, à Épinal, et Épinal, j'ai pas fait grand-chose, et ensuite en Alsace à Saverne. Je me suis lié avec l'association de la Guilde des Truqués, par exemple, et on avait organisé des petits événements à Niederwiller, là où on reçoit régulièrement la Ligue 2. On a déjà reçu des Ligue 3, et on faisait des solos à 30, 40 joueurs, des 2v2. Des 2v2, on avait fait 40 caclettes où justement le thème du week-end c'était raclette le midi. Et de fil en aiguille, il y a eu cette petite appétence entre guillemets à créer des tournois parce que ça permettait, bah, comme je disais, de rassembler la communauté. On sait tous que, bah, à l'époque tout du moins, 40K ça se pratiquait surtout dans des clubs, il y avait pas encore enfin c'était le début de French Wargame Studio, de Commander TDB qui est devenu Creative Wargame après. Le hobby se pratiquait un petit peu dans des îlots isolés.
qui se connaissaient un petit peu, via le Warhammer Forum, via les petits tournois qu'on trouvait sur T3 et au fur et à mesure tu te fais des liens, tu te fais des potes et tu te dis: «Bah, c'est quand même vachement cool de rencontrer du monde qui joue au même jeu, qui a la même passion, en tournoi, bah, on va en organiser aussi, parce que pourquoi pas?» Et de fil en aiguille, on s'est inscrit, on avait monté une équipe, les Licornes Truquées, avec des amis de Tanlorn, donc l'association de Thionville et de la Guilde des Truqués, Annie d'Hervillers. On avait créé l'équipe pour participer à l'interrégion en premier lieu et ensuite au circuit alors, l'ancêtre du circuit de ligue qui était les D3, les D2, les D1 où tu t'inscrivais, tu jouais dans ta région. Si tu passais, tu jouais dans une grande région, on va dire ça comme ça. Et si tu arrivais au D1, tu jouais avec les meilleures équipes de France, ce qui correspond un petit peu à la Ligue 1 maintenant. C'était sur élimination. À partir du moment où tu perdais un événement, la saison s'arrêtait. Enfin bref, l'ancêtre de la Ligue. Et via l'interrégion et ce système D3, D2, D1, je suis rentré en contact avec des gens de la FEC, notamment Lamar qui était venu arbitrer dans le Grand Est. On a commencé à discuter avec la Corneille à Trois-Yeux notamment, qui est un arbitre historique qui a fêté ses 18 ans d'arbitrage à l'Ogre il y a 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Et on discute, on se rend compte qu'on a la même passion du service, je vais dire ça comme ça, de servir la communauté en lui permettant de s'exprimer et de réaliser sa passion. Et je suis devenu arbitre parce que pourquoi pas, parce que Mais, j'aime bien comprendre comment le jeu fonctionne, j'aime bien aider les gens, tout simplement. Et la doctrine arbitrale qu'on a un petit peu depuis le début, ou en tout cas qui était déjà là au moment où j'ai rejoint l'arbitrage, de faire que tout le monde joue au même jeu, harmoniser un peu les pratiques pour que quelqu'un qui soit du Grand Est, qui puisse, par exemple, aller dans le Nord au Fromel et ne pas jouer sur des tables qu'il a jamais vues, avec des règles qu'il a jamais vues, avec des conventions qui sont complètement différentes de chez lui, et ainsi de suite. Donc permettre aux communautés de se rencontrer, permettre également, ça c'est un objectif que je partage avec les amis arbitres italiens par exemple, mais de s'assurer que autant les joueurs que les organisateurs passent un bon événement, qu'il y ait pas de frustration chez les joueurs parce qu'une règle a mal été appliquée, du coup le résultat d'une game change et tout le classement change, ou que, des joueurs commencent à se prendre la tête et que personne puisse, les accompagner pour, refaire descendre la pression, régler le conflit, trouver un compromis et cetera et du coup éviter des mauvaises ambiances. Que tout le monde puisse en fait, avoir une bonne expérience de jeu et des bons souvenirs, de bonnes expériences. J'aime bien utiliser le terme de fluidifier le jeu. Parce qu'au final, tout ce qui va gripper un petit peu une partie, une mauvaise règle, un quiproquo, etc., les arbitres sont là pour aider à éviter que ça arrive. tout à fait. Donc De ce fait, quand tu passes un week-end d'arbitre, toi, ça ne te dérange pas de jouer, tu tires un réel plaisir à passer un week-end à arbitrer des gens? c'est ça, parce que quand ça je le sais en tant que joueur, mais quand tu vas faire un tournoi, tu vas faire un 3 games, enfin 5 games pardon, de 3 heures ou de 3h30. À chaque fois, tu vas être super concentré dans ta partie et du coup, tu vas pas avoir, énormément de temps, à part pendant la pause midi et les repas, mais tu vas manquer un petit peu de temps pour, sociabiliser avec tout le monde. Alors que Mmh. quand tu es arbitre, bon, faut toujours bosser en tant qu'arbitre, hein, faut patrouiller entre les tables, s'assurer que tout se passe bien, et cetera. Mais tu as plus de temps pour, déjà échanger avec les autres arbitres, échanger avec les organisateurs, avec les joueurs quand ils ont fini leur game ou quand, c'est pas leur tour, tu les as aidés pour répondre à une situation et puis du coup, tu papotes pendant 2-3 minutes sans perturber la partie par exemple, bien sûr, mais ça tu baignes un petit peu plus dans l'aspect, humain et communautaire que quand tu es joueur. Après, Ouais, on j'entends. pourra Je pense re que on je pourra comprends revenir totalement. sur le point de vue joueur quand on parlera de, venir aux événements, venir en groupe, avec ses amis en covoiturage, comparer ses résultats le soir au B&B et cetera, qui sont des choses très importantes aussi. Mais in situ, je trouve que l'arbitre a peut-être plus de possibilités de nager dans enfin de se mélanger à la communauté. Mais, Donc ça me plaît pas mal et puis, au risque de me répéter, pour faire que tout le monde passe un bon événement, ça fait plaisir, tout simplement. mais de ce fait, ça veut dire que tu as
tu as créé, des amitiés dans le jeu avec des joueurs. Comment ça se passe si tu dois arbitrer sur une table une situation de litige entre quelqu'un que tu connais et quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce que tu arrives à être complètement impartial? Est-ce que, c'est des sujets dont vous débattez en interne pour savoir comment gérer ce type de situation, ces moments de tension? Parce que des fois, il y a des moments de tension autour d'une table. Comment ça comment vous gérez ça? Bah, ça je vais enfoncer une porte ouverte, mais un arbitre doit rester impartial, forcément. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte. En général, on se débrouille pour être plusieurs arbitres pendant un événement, 2 ou 3 ou 4, dépendamment de la taille. Arbitrer en solo, ça ne devrait pas être la règle. Déjà, ça permet de former les nouveaux arbitres et ensuite ça permet d'éviter ce genre de problème. Ou si je vois que, bah, sur la table, effectivement, c'est quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un de mon club qui est en train de jouer, et qu'il appelle un arbitre, bah, je vais pas nécessairement être celui qui va, prendre une décision. Ou alors la déci pardon. Ou alors la décision va être collégiale entre les arbitres qui sont présents. Ou effectivement, on a plusieurs outils de communication dans le corps arbitral, que ce soit sur Discord ou sur WhatsApp, un accès, facile aux multiples headrefs, donc les chefs arbitres, on va dire, de la fédération, qui eux peuvent, prendre à distance, une fois qu'ils ont eu tous les éléments et cetera, peuvent, rendre des décisions sur, des pénalités ou même sans parler de pénalités, sur des rulings. Si moi la décision que je vais rendre, elle va, fortement influencer la partie. Bah, j'explique le cas au headref, si je suis tout seul par exemple, en disant: «Bah, voilà, c'est un pote à moi, la décision, si c'est oui, bah, tel joueur gagne, si c'est non, tel joueur gagne». Je la prends pas moi, par exemple. On a Ouais. des, on a Des des garde-fous. outils, c'est ça, des garde-fous, merci, c'est le terme que je cherchais. On a des garde-fous et des outils pour éviter ce genre de problème, avec tout simplement le fait d'être plusieurs arbitres. Et de ce fait Là, je aussi, prends un tu t'arbitres. Ouais, vas-y. Bah, je pense que c'est parallèle à la question que tu allais poser. Je suis arbitre à l'international et C'est notamment au WTC. exactement, j'allais y venir. Donc avec d'autres arbitres de la FEC, je suis arbitre au World Team Championship depuis, 3 ans maintenant, qui est le championnat du monde par équipe, où participe, bah, forcément l'équipe de France et règle logique mais importante, les arbitres français ne vont pas arbitrer les tables, où joue l'équipe de France. On a, des arbitres polonais qui n'arbitrent pas pour la Pologne, on a un arbitre italien qui n'arbitre pas pour l'Italie, un Ouais, mais arbitre à la américain qui n'arbitre pas pour WTC, la moitié c'est des ça. arbitres sont français, non? On était 5 sur, 10 arbitres cette année. Ah, donc tu as la Il devait y moitié, avoir déjà la 11 moitié à sont français. c'est ça, mais parce qu'on a comment dire? Les années précédentes, c'était à Mechelen en Belgique, c'était pas très, très loin de la France. Là, Leoben en Autriche, c'est pas nécessairement loin non plus, donc on a, cette facilité, on va dire, d'avoir un vivier d'arbitres, disponible. On a, une «expertise» entre guillemets qui s'est développée au fil des ans, puisque la fédé existe depuis, 17-18 ans si je dis pas de bêtises et l'arbitrage, bah, depuis quasiment autant de temps que ça. Peut-être moins, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe depuis longtemps. On est, 70 arbitres ou en tout cas, entre 70 et 80, cette saison qui du coup, bah, se déplacent sur, des Ligue 3, des Ligue 2, des Ligue 1, des playoffs, le Big 4, des événements solo. Ça fait remonter les questions, ça fait, réfléchir un petit peu l'esprit de la ruche, ce qui fait que statistiquement et grâce au grand nombre de joueurs, grand nombre d'événements, bah, on a une expérience, de problèmes de règles, de conflits de joueurs, de game qui s'est, mal passé à cause d'une règle mal appliquée et du coup il faut rétablir le score. On a ce socle en fait, cette base arbitrale qui au fil des ans a permis de monter le niveau de tous les arbitres, qui fait qu'on maintenant on a, je vais dire une connerie, je vais peut-être dire une connerie, mais une bonne dizaine d'arbitres qui peuvent arbitrer à l'étranger. Bah, déjà parce qu'ils savent parler anglais, et ensuite parce qu'ils ont le bagage pour être «autonomes» entre Connaissance. guillemets, et, euh, et pouvoir gérer des situations. Et dernier sujet sur l'arbitrage, est-ce que tu pourrais nous partager une ou 2 anecdotes, cocasses sur l'arbitrage ou des sujets, où des fois, c'était Bah, marrant ou pas marrant du tout? Enfin des
Alors Petite c'est pas la anecdote quoi. première fois qu'on me pose ce genre de questions et en général je sèche toujours, ce qui est le cas maintenant. Et si on peut parler du WTC de cette année où, le premier jour du War Master, donc le War Master, l'événement solo qui précède l'événement par équipe, on a eu des petits problèmes électriques, ce qui fait que, les lumières se sont éteintes, 2-3 fois dans la journée. Donc on avait les arbitres enfin les joueurs pardon, qui jouaient, à la lumière du téléphone, presque à la frontale s'ils en avaient. Donc c'était assez cocasse. Et du coup, on se dit, bah voilà, les orgas sont en train de se battre avec le générateur électrique pour rétablir tout ça au plus vite. Et du coup, les joueurs appellent l'arbitre, bah, j'ai pas vu le jet de dés, ou est-ce que vous pouvez valider la ligne de vue? Et ça crée des situations qu'on n'a pas d'habitude, mais qui, sur le moment, sont peut-être un peu stressantes, parce que bah, du coup, ouais, faut valider la ligne de vue dans le noir, avec Avec le une laser, ou, Petzel. c'est ça. Mais après, on en rigole. Après, on en rigole. Après, c'est en général, de toute Ça se façon, passe bien. 95% des cas, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que maintenant, au fil des ans, justement, les joueurs ont eu l'habitude de la présence des arbitres. Et je dirais, là où je veux en venir, c'est pas que les joueurs osent moins tricher, c'est plus que les joueurs ont ce réflexe de dire, bah tiens, j'ai un doute, plutôt que de faire n'importe quoi, je vais appeler l'arbitre et on Ouais, va régler ça ensemble. c'est Et ça. ils ont assimilé cette culture de l'arbitre où on est là pour accompagner les joueurs. Et du coup, bah, tout le monde comprend un petit peu mieux les règles. Dès qu'il y a un souci ou un doute, paf, on appelle. Et du coup, ça évite les montées en tension et ce genre de choses. Donc, des anecdotes cheloues, non, j'en ai pas vraiment qui viennent en tête. Je vais rebondir rapidement sur ce jeu-là, juste une minute ou deux. C'est que ce que Mhm. tu dis, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que pour avoir vu évoluer le nombre d'équipes, en fait, tout ça c'est lié parce qu'au final, le WTC c'est la finalité donc de l'équipe de France et l'équipe de France c'est la finalité de la Ligue 1. Et donc on est tous passés, enfin ça a commencé donc avant le TC et les interrégions. Tout Donc à fait. tout ça, c'est vraiment la finalité ultime de ce que nous on fait en ligue au final, hein, quel que soit le niveau. Et c'est ce que je me tue aussi un petit peu à dire aux gens avec qui je joue, c'est qu'en fait la Ligue 3, même la Ligue 3 est importante. Parce que la Ligue 3, c'est vraiment le bol chaud et la grande majorité des joueurs, faut pas l'oublier. Oui, oui, oui. Ensuite, voilà, c'est ceux qui font vraiment vivre, je trouve, le jeu d'équipe. Ensuite, il y a la L2 qui commence à être un peu plus select. Et puis bon, bah, la Ligue 1, c'est un petit peu le club privé. Même si d'ailleurs, très bien cette année d'avoir élargi un petit peu le pool d'équipes en Ligue 1. Ça permet, je pense, à plein d'équipes d'avoir l'espoir d'aller toucher la Ligue 1, là où c'était peut-être un petit peu plus compliqué avant. Mais Bah, c'est ça, là, cette année, on a quelque chose comme 212 ou 214 équipes. J'ai jamais le bon chiffre en tête. Il faut se dire qu'il y en c'est a énorme. 10 en Ligue 1, 30 en Ligue 2, ça fait 40, donc on a 170 équipes en Ligue 3. Donc, comme tu C'est dis, ça, c'est là qu'est la majorité de la communauté. c'est génial. C'est colossal, hein. Et vous avez dû avoir une petite suée ou une descente d'organes quand vous avez vu le nombre d'équipes qui augmente tous les ans. Je pense à chaque fois à ça quand je vois l'Excel tomber en début de saison avec toutes les équipes et je me dis, mais les mecs, ils doivent se gratter la tête à la fait qu'à se dire, mais bon Dieu, comment on va faire pour organiser tout ça, pour trouver le nombre d'arbitres, ça doit être un sacré moment de stress aussi en début de saison. Bah, si je dis pas de bêtises, parce que comme toujours, enfin, je dis ça de tête. Oups, pardon. Première saison de Ligue 2021, sortie de Covid, on devait avoir une trentaine, une quarantaine d'équipes. Oh la Après, vache. on est passé à 70, quelque chose comme 120 ou 140, je sais plus. La saison dernière, on était à 176 ou 174. Et maintenant, effectivement, on est à plus de 200. Donc, au final, on a vu qu'il y avait une certaine tendance et on a anticipé, on va dire, l'augmentation du nombre d'équipes. Historiquement, on avait 4 Ligue 2, donc Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. Il y a 2 ans, on a ouvert une cinquième Ligue 2 Nord, qui en vrai est surtout bah, Nord région parisienne, parce qu'on a beaucoup d'équipes de Ligue Mhm. 3 à Paris. On a élargi cette année également la Ligue 1 bah, pour plusieurs raisons. Une des raisons était de désengorger le système, mais également de permettre à plus de joueurs et d'équipes d'expérimenter la Ligue 1, de monter en niveau, de se frotter à la crème de la crème et
de rejoindre justement la crème de la crème, Mhm. redynamiser un peu le système de ligue, parce on avait vu au bout de 4 saisons que les équipes de Ligue 2 faisaient leur play-off, gagnaient le play-off, faisaient une saison en Ligue 1, redescendaient tout de suite, parce que la compétition est rude, c'est normal, c'est les meilleures Ouais. équipes de France. Et là, on s'est dit que ouvrir à 10 équipes, ça va permettre à plus de monde de challenger déjà les grandes équipes historiques, semi-croustillant, PU, Mhm. FTA, Bisounours, Nonem, FNP, et Heineken. FNP qui était monté, qui était redescendu, mais qui reste une Mhm. très très bonne équipe, etc. Fusor Lorrain qui sont montés cette année. Et éviter un petit peu ce syndrome de turnover qu'on a pu constater et permettre aux gens de monter en niveau et de corser, on va dire, la compétition. C'est trop bien. Franchement, je trouve que c'est une super On, décision. on Pour aura avoir. peut-être on aura peut-être dans le futur, là faut le prendre avec une pincée de sel, hein, Mhm. c'est de la supposition, mais pourquoi pas une sixième Ligue 2 Mhm. si ça permet justement déjà de faire des playoffs pour la Ligue 1 avec 6 équipes, par Ouais. exemple, mais aussi à rationaliser, on va dire, la répartition des Ligue 2 et des équipes. Parce que là, quand on a une Ligue 2, je vais dire, je vais dire la Ligue 2 Nord-Est, elle peut prendre des équipes du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, de Paris, Mhm. jusqu'à la Franche-Comté, voire jusqu'à Dijon, Dijon si on a besoin d'équilibrer les équipes. Donc ça fait beaucoup de déplacements pour les gens Ouais. qui jouent en Ligue 2. Donc peut-être que ça permettra effectivement de rationaliser un petit peu de tout ça, de désengorger un petit peu les Ligue 3, mais arrivera un moment où le système arrivera à saturation, il faudra qu'on trouve des solutions. Mais on y réfléchit, de toute façon, on y réfléchit déjà. Ouais, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on s'était posé. Alors nous, on voit ça en tant que participant, et c'est vrai qu'on se dit que il y a un moment, comment limiter, c'est super dur. Alors il y avait une idée. Alors il me semble que c'est toi qui en avais parlé sur le Discord. Peut-être. Alors je dis peut-être une bêtise sur le Discord de la FEC, où tu avais parlé d'un tournoi découverte. Alors pas d'une Ligue 4, parce que ça avait parlé d'une Ligue 4 à un moment, mais à organiser, j'ose même pas imaginer en plus des trois autres ligues. Mais de faire un truc, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent en Ligue 3 pour découvrir, passer un week-end, et puis ça leur plaît pas. Et il doit y avoir quand même pas mal de drops en L3, d'équipes qui ne Tout font à qu'une fait. année. Et il me semble que ça avait été une Ils idée font... il y a quelques mois, où C'est c'était ça, en fait. pourquoi pas En fait, organiser, et puis voilà, voir ce que ça dit, quoi. il y a des équipes qui font une année ou une année et demie, puis qui droppent le retour, et puis après les joueurs se mélangent avec d'autres équipes, etc. Parce que comme tu dis, les gens sont curieux, veulent découvrir le format par équipe, et puis ça peut ne pas leur plaire, ce qui est tout à fait légitime, hein. Chacun a ses goûts et la façon dont il veut expérimenter le hobby. Parce que faut être honnête, quand on joue en solo, on joue pour soi. Quand on joue en Mhm. équipe, on joue également pour ses copains. Et après, il faut faire ses matrices, il faut réfléchir au Ouais. roster, il faut se dire qu'on a un rôle dans l'équipe. C'est une Si autre, on est un jeu, c'est une ça, forme si on est un joueur d'investissement. de def, c'est ça, si on est un joueur def 1, def 2, faut se dire que mon rôle c'est de perdre, mais pas trop, et peut-être que Mhm. du coup je vais perdre mes 5 games, donc faut être dans cet état d'esprit là aussi. Ouais. Alors perdre les 5 games 12-8, ce qui est très bien pour l'équipe, mais perdre quand même. Donc le jeu par équipe c'est un autre monde, et cette idée en fait de ligue découverte, il y a eu pendant plusieurs années, effectivement, la question d'une Ligue 4 qui aurait encore plus alourdi le système, parce que du coup, il Ouais. aurait fallu trouver des salles, trouver des arbitres, réussir à caler ça dans le planning. Une équipe qui se crée commence en Ligue 4, puis en Ligue 3, puis en Ligue 2. Si elle rêve un jour de monter en Ligue 1, il lui faut 4 ans, peut-être 5, parce que peut-être Mhm. qu'elle va se foirer au Ouais, playoff pour j'avoue. monter à la Ligue 2 ou à la Ligue 1. Donc ça nous semblait un petit peu trop lourd. Et ce qu'on aimerait proposer en fait à la place, ça demande également du temps du temps et de l'investissement plus au niveau local entre guillemets, c'est d'encourager en fait les assos et les clubs qui sont curieuses sur le jeu par équipe, de se faire des petits événements en équipe de 4, en équipe de 5, en équipe de 6 pendant un week-end. Vraiment de se dire, voilà, ça s'inscrit pas dans le circuit, mais vous faites un truc par équipe, et ensuite, nous, on vous fournit le règlement de la ligue, comme ça vous savez où vous allez. Vous faites pas partie de la ligue, mais vous avez quelque chose, un cadre pour jouer par équipe. On vous accompagne, s'il y a un arbitre dans votre coin qui est dispo, et, pourquoi pas, comme ça vous avez un arbitre qui peut,
pas comme un match de ligue où il va certifier les résultats, etc. Parce que les résultats sont importants dans tout le système, les montées, les descentes, Tout à etc. Mais fait. accompagner les joueurs et les orgas en se disant, bah, voilà, c'est pas une ligue découverte, c'est des événements découvertes. Nous, on vous fournit un rule pack, des conseils, des layouts, des arbitres si on en a dispo, parce que le jeu en équipe reste une des composantes principales de la FEC quand même. C'est pas la seule, bien sûr, mais c'est une qui est assez grande. Et si on peut accompagner les gens de façon un peu plus relaxe que directement en Ligue 3, on n'est pas contre, au contraire. Mais Ouais. il faut que, comme on a une bande passante un petit peu limitée en termes d'organisation, il faut que ce soit organisé en local, et après on peut donner un coup de main. Mais on peut pas absorber une Ligue 4 en plus de tout le reste, malheureusement. Ah ouais, non, Parce que c'est déjà, beaucoup trop. l'organisation des ligues cette année, C'est ça a l'air Bah, compliqué. difficile. l'année dernière, si on compte tous les matchs de ligue plus les playoffs et le Big Four, je crois qu'on a fait 90 événements de ligue, quelque chose comme ça. La vache. Ouais, c'est énorme en fait. Plus du coup bah, une dizaine ou une douzaine d'Open, parce que comme il y en a qui avaient été annulés, je sais plus où on en est, mais au moins une dizaine, une douzaine d'Open, plus après bah, tous les petits tournois à Silver Ticket, dont j'ai absolument pas le nombre en tête, mais ça représente, bah, je sais pas, 100, 120, 130 événements dans l'année, soit qu'on organise, soit qu'on co-organise, parce que c'est toujours bien sûr avec le soutien des clubs et des assos locales. Un match de ligue, c'est une association qui organise avec le soutien de la FEC, enfin avec le patronage entre guillemets de la FEC. Donc c'est toujours avec des ressources locales, mais on doit bien être sur 120, 130 événements où la FEC participe tous les ans, je dirais. Et plus maintenant qu'on a plus de ligues et plus d'équipes. Ouais, c'est C'est coton. énorme en fait. Et c'est toujours rigolo, entre guillemets, quand on discute avec les communautés internationales, en leur disant, bah tiens, l'année dernière, on avait à peu près 2000 adhérents à la FEC qui jouent en compétitif. Euh, puis du coup, bah, plus de 100 événements par an, et puis les gens nous disent, mais vous avez rajouté des zéros en trop, vous vous foutez de notre gueule. Bah non. Au fil des ans, parce que ça s'est pas fait, ça s'est pas fait en 3 jours, mais au fil des ans, la communauté française a vraiment grossi et s'est vraiment rapprochée. C'est vraiment, je vais pas dire aggloméré, mais c'est vraiment intégré au système national et au cadre que la FEC propose. De toute Bah, façon, c'est une des plus merci. grosses Justement, communautés compétitives d'Europe. justement pour lier tout le monde. Merci French War Game Studio là-dessus, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Ça gens. a énormément aidé, bien sûr, bien sûr. Je pense que beaucoup d'entre nous qui suivaient Evie sur son YouTube sont retrouvés sur son Twitch à hurler derrière l'écran au moment du WTC pour que la France gagne, et ce qu'elle a fait 2 fois. Tiens à le rappeler quand Ah ouais, même, c'est carrément. important. Et en fait, Carrément, forcément, parce quand que on voit comme, ça, on se dit, mais moi je veux vivre ça en fait. Moi aussi, moi je veux faire ça, ouais, moi. C'est génial en fait. Et c'est comme ça qu'on s'y comme je retrouve. disais ah ouais, parce que comme je disais tout à l'heure, on remonte, allez, 10 ans. Disons 10 ans, à la louche. On remonte 10 ans en arrière, bah, c'était des clubs qui jouaient dans leur coin, c'était des petits tournois de département ou de région. Et voilà, tout le monde vivait son hobby. Et arrive bah, justement la structure D3, D2, D1 qui permet de créer l'équipe de France. Arrive French Wargame Studio, Commander TV, Iggy TV plus tard, etc. Avec l'avènement de YouTube, l'avènement du Wargame sur YouTube qui permet de se dire, bah tiens, on est 8 dans mon assos à jouer à ça, mais en fait, si ça se trouve, à 30, 40, 50 km de chez nous, bah, il y a 8 autres gars qui jouent aussi à ça, Mhm. et ça a créé du lien. Là, on le dit, il faut le dire, et on le dira jamais assez. French Wargame Studio et tout le reste ont permis de rapprocher la communauté également. Yes. C'est énorme. Euh, Au Mais niveau, ouais, on peut peut-être on est les plus gros d'Europe, ouais, ça c'est sûr. la plus grosse communauté européenne, que ce soit en compétitif, hein. Mais c'est Je peut-être. pense je pense que l'UKTC en Angleterre, ils sont quand même pas mal, mais j'ai pas de chiffre en tête, donc je ne se prononce pas. Après, pour revenir vers le solo, au niveau de l'organisation des tournois, donc toi, tu as, avant Covid, organisé des petits tournois. Maintenant, depuis 3 ans, tu participes à l'organisation du tournoi de l'Ogre, qui est un des plus gros GT de France. Cette année, vous êtes monté à 120 joueurs, hein, je crois, de mémoire, C'est avec, ça. avec des golden tickets.
C'est ça, J'ai 120 cette année et l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait l'aléatorium qui était monté à entre 140 et 160, j'ai plus le chiffre en tête et le Fromel est à 140 si je dis pas de bêtises, donc on est un des plus gros open de France, ouais. donc c'est colossal. Heu, qu'est-ce que quelle serait la méthode? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une association qui aujourd'hui voudrait commencer à organiser des tournois et notamment un jour pour copain GT? Comment ça se passe? Comment ils peuvent faire? Bah, déjà, je prendrais, effectivement l'exemple de l'ogre parce que c'est celui que je connais le mieux et ça reste un bon exemple, mais c'est qu'on peut pas faire les choses, tout seul. L'ogre, on l'organise, du coup avec, l'association Donjons et Darons qui s'est créée, bah, il y a 3 ans maintenant, à Saverne pour pouvoir avoir un local, pour pouvoir jouer puisque faire ça dans le salon des uns et des autres, on est vite à l'étroit, pour pouvoir, justement avoir, une salle avec la municipalité pour organiser des tournois et ainsi de suite. Et du coup, bah, l'ogre, je suis, un simple enfin, je suis, co-orga et pas orga, parce que je m'occupe simplement du jeu, les inscriptions, le règlement, les scénarios, l'arbitrage, tout ça et tout après, tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire, la logistique, la restauration, la buvette, commander, les petits déjeuners aux boulangeries, négocier avec, le fournisseur de tartes flambées pour avoir, des quantités pour faire les tartes flambées à tous les joueurs, hem, installer la salle, discuter avec les, comment dire? Avec, des partenaires et des sponsors pour avoir des petits lots et cetera. Bah, c'est fait par, les autres darons de l'association Donjons et Darons et on est, je vais dire, heu, Pitou, Pestre, KLM, moi ça fait minimum 4 et ensuite le reste de Donjons et Darons nous aide également sur les tâches annexes. Mais une organisation d'événements, ça se fait à plusieurs. Parce qu'il faut se répartir les tâches, parce que chacun a ses compétences, ses contacts, ses petites spécialités, et il ne faut pas essayer d'organiser quelque chose tout seul parce que la charge mentale serait trop grosse. Donc Donc là, déjà, vous êtes une le premier, association, vous voulez c'est faire ça. un tournoi, vous êtes plusieurs, bon très bien. Après vous faites quoi? Tu contactes la FEC pour, ou pas? C'est ça, tout simplement, parce qu'en fait, s'il y a volonté, ben, d'avoir du silver ticket ou du golden ticket, on pourra expliquer en quoi ça consiste ensuite, mais s'il y a cette volonté, d'intégrer le circuit solo, bah, tout simplement contacter, quelqu'un de la FEC, que ce soit, le référent régional, par exemple, moi dans le Grand Est, ou, mettre un message sur le Discord FEC pour demander à être contacté, ça marche très bien aussi. Pour justement, bah, échanger avec la fédération sur le cahier des charges, parce qu'on a quand même un petit cahier des charges pour intégrer le circuit solo. Demander de l'arbitrage, ce genre de choses et recevoir du soutien, bah, sur, le règlement, la correction de liste, l'arbitrage le jour J, et ainsi de suite. Mais, tout simplement, il suffit de demander. Donc admettons, on fait un tournoi, on demande l'aide de la FEC. On peut, si j'ai bien compris, on peut louer les tables aussi maintenant? Oui, Auprès de la FEC? c'est nouveauté, parce qu'on a pu acquérir ça, bah, à partir de fin de saison dernière, donc à partir de maintenant, la possibilité de louer des décors. Et si on veut faire appel à un arbitre de la FEC, heu, question purement logistique, s'il vient, il se déplace et le défraiement, on le prévoit avec, les frais du tournoi, c'est demandé, c'est pas demandé, c'est Bah, c'est ça, en fait, le minimum qu'on demande à un organisateur, là, on parle vraiment d'événements, hors ligue, puisque, dans la ligue, ça passe dans le budget de la ligue, mais sur d'accord. un petit tournoi, un GT à 30-40 joueurs ou même un open à 100-120 joueurs, ce qu'on demande, c'est que l'arbitre soit défrayé pour son déplacement, éventuellement le découcher, même si, ce qu'on conseille nous à nos arbitres et ce que moi je fais personnellement par exemple, c'est, bah, s'arranger avec les orgas pour, dormir dans une chambre d'amis, sur un canapé, ce genre de choses comme ça évite de payer un B&B et ça fait faire des économies. Mais ouais, on demande le défraiement pour le déplacement de l'arbitre, on demande, bah, à ce que l'arbitre soit nourri, le samedi midi et le dimanche midi, hein, évidemment pendant le tournoi et ça se résume à ça. C'est que l'arbitre, comme il est bénévole, il faut pas qu'il perde de l'argent en allant, arbitrer des événements. Ce qui s'entend. C'est logique, il y a une logique. Un autre sujet, donc on peut obtenir un golden ou des silver tickets en s'adressant à la FEC.
La question, c'est est-ce qu'il y en a un certain nombre pour toute la France ou pour en avoir en fonction de la taille des tournois autant que vous voulez la par Game Workshop? Comment ça... En fait, on a deux variables. La première, c'est effectivement la taille du tournoi. Initialement, on donnait un golden ticket, enfin, on était éligible, pardon, pour un golden ticket à partir de 100 joueurs et à partir de la saison dernière, ou de cette saison, je m'y perds un petit peu. On a baissé le seuil à 80 joueurs pour encourager justement les gens à créer des Open parce que ça rassemble la communauté et la communauté est très friande de ce genre d'événement, donc ça permettait d'encourager un petit peu l'organisation. Ensuite, bah, selon la taille de l'événement, je crois que le deuxième seuil est à 120, on peut donner un deuxième golden. Si l'événement décide de mettre un best overall, on pourra en parler aussi un petit peu après, on peut attribuer un golden en plus, toujours sous réserve de la validation de Game Workshop. Puisque c'est pas la FEC qui va décider, tiens, cette saison, on aura 20 à 30 golden. C'est des demandes qu'on fait. Oups, pardon. C'est des demandes qu'on fait à Game Workshop qui, eux, attribuent un certain nombre, qui n'est pas nécessairement fini. Ils nous disent pas en début de saison, vous en aurez 18. Ils nous Ok. donnent peut-être une fourchette et ensuite on en discute avec eux. Il y a un formulaire, enfin bref. Mais c'est eux qui adaptent un petit peu ça au fil des saisons. Le premier World Championship of Warhammer à Atlanta, donc on arrive sur le quatrième ou sur le troisième, je ne sais plus. Mais en tout cas, le premier, il y avait énormément de joueurs américains parce que l'événement se passe aux USA. Et au fil des ans, ils ont réduit un petit peu la voilure des Golden pour les USA pour permettre à d'autres pays et à d'autres communautés de participer à l'événement. Donc c'est vraiment sous couvert de Game Workshop. Comme je disais, on a ce cahier des charges pour que ce soit un petit peu cadré et rationnel surtout. On ne peut pas donner un golden à un événement où il y a 50 joueurs, ça serait pas logique. Mais on a cette gestion à deux avec Game Workshop. Je Et, m'en vais, excuse-moi JB, je m'en vais faire un petit jump là. Pour les moldus, n'oublions pas nos chers moldus. Qu'est-ce qu'un silver ticket et qu'est-ce qu'un golden ticket? Alors, je vais juste aller rapidement. En gros, une fois par an, Games Workshop a repris la main en fait de son championnat du monde solo. Donc en fait, vous pouvez être couronné par Games Workshop comme le meilleur joueur au monde de Warhammer selon Games Workshop. Afin d'accéder à ce tournoi qui se déroule, comme l'a dit Invictus, aux US, c'est à Atlanta, en espérant qu'un Tout jour à ce soit fait. autre part, parce que voilà, ça fait loin, mais bon, c'est quand même voilà, le grand pays. Vous pouvez participer donc à des tournois comme l'Ogre, et donc les X premiers, bon, en général c'est le premier, et en général le deuxième, mais c'est déjà pas mal, vous gagnez un golden ticket. Alors vous avez la ref par rapport à Willy Wonka. Euh, Tout à fait. Ce golden ticket vous donne le droit d'aller participer à ce championnat du monde à Atlanta. Le silver ticket, c'est le truc juste en dessous. En gros, le silver, il va vous permettre de participer à un tournoi à l'issue duquel il y aura un golden ticket pour le gagnant du tournoi. C'est bien ça, Invictus, je raconte pas de salade. Non, c'est ça. En fait, le Silver Ticket a été instauré en France. Ça, c'est pas Game Workshop qui gère, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis nous avec la FEC pour Mhm. inciter, on va dire, les clubs et les assos à organiser des petits tournois qui sont quand même intéressants pour le circuit solo, à 30, 40, 50, 60 joueurs. En se disant, bah tiens, vous n'avez pas nécessairement une grande salle ou les ressources en matériel pour organiser un open, mais vous avez quand même envie de faire vivre le tissu local, bah, vous faites un événement plus petit. Auquel cas, on vous donne, bah, si vous respectez le cahier des charges, donc nourriture pour les joueurs, petit-déj, arbitrage, etc. Convention WTC pour être sûr que tout le monde joue au même jeu. Mais si vous respectez tout ça, vous avez accès à du silver ticket en fonction de la taille de l'événement, 1, 2, 3. Et les personnes qui gagnent des silver tickets sont ensuite euh, invités, entre guillemets, ils ont accès à ce qu'on appelle le Super VT. On en faisait un par saison auparavant, là on en a fait trois, ou le troisième va pas tarder à arriver, pour permettre à bah, tous ces gagnants de tournois de s'affronter, ça fait des genres de finales de saison solo, on va dire, et avoir la possibilité de décrocher des golden tickets. Tout à fait. En se et disant, cette bah année, en tiens, plus, dans, ils en avaient fait à dans votre Paris région, et à c'est Lyon, ça, si je dis pas de bêtises. c'est ça, et il y en a un à Rennes, si je dis pas de bêtises, qui est pas encore arrivé. D'accord. Je vous dis ça de mémoire aussi, mais il me semble qu'il y en a un à Rennes. Et c'est voilà,
Bah, tiens, dans votre coin de France, il y a pas d'open, mais il y a quand même des petits GT, des petits tournois. Vous pouvez quand même gagner du silver et ensuite aller faire une finale et avoir votre golden sans forcément faire 9 heures de route pour aller participer à un open. C'est trop Ah, bien. c'est bien. Donc voilà, donc pour les moldus, voilà, je ferme la parenthèse moldu. Donc comme ça, voilà, il y a le cadrage de ce dont quoi on parle. Je te rends la parole, mon bon JB. Non, mais après j'avais une question, j'ai entendu ça à l'ogre, mais je ne sais pas si c'est vrai. Les associations qui sollicitent un golden doivent le payer auprès de la FEC? Alors, oups, pardon. En fait, nous, ce qu'on trouve important, c'est que les joueurs qui gagnent des Golden, qui sont donc des bons joueurs, n'aient pas un frein financier trop important pour aller jouer au championnat du monde, donc Atlanta cette année et les années précédentes, peut-être ailleurs un jour. On aimerait bien que ce soit en Europe, typiquement l'Angleterre, pourquoi pas. Mais on sait que ça a un certain poids. Il faut prendre l'avion, il faut prendre l'hôtel, ça coûte cher sur place et ainsi de suite. Donc la fédération essaye de soutenir au mieux financièrement les détenteurs de Golden. Pour ça, on a plusieurs biais. On a une cagnotte, on a des sponsors et on a justement la participation des événements. Un Open, là je prends le règlement de la saison actuelle, un Open qui prend un Golden Ticket, on lui demandera sur son budget 330 euros. Et ces 330 euros, ce sera le minimum de soutien de la FEC au joueur qui a gagné le Golden. Il sera sûr d'avoir au moins 330 du coup financé par la FEC pour son déplacement. Et ensuite, plus de soutien en fonction des sponsors, des cagnottes et ainsi de suite. Mais Ouais, donc c'est important pour nous d'accompagner cette délégation française. De se dire, vous représentez la France, on va vous aider puisque vous représentez la communauté française. OK. Non, c'est plus clair parce que quand tu entends ça, tu dis: «C'est il y a un truc bizarre», mais avec l'explication, c'est c'est nettement plus C'est net et ça c'est, s'entend c'est complètement, ça. quoi. En fait, c'est pas payer ou acheter un Golden, c'est participer au soutien. Au défraiement du joueur pour qu'il puisse aller, se faire plaisir et C'est ça. peut-être sa récompense. Une autre question, sur le nombre de golden que vous distribuez, est-ce qu'il y a des gagnants qui ne l'utilisent pas? Et que deviennent ces tickets? Alors, ça arrive, enfin, ça peut tout à fait arriver, puisque tout simplement, quelqu'un qui va avoir gagné un Golden, bah, peut-être qu'en fait, il aura pas la possibilité, en termes de congé, d'aller à Atlanta, ou peut-être que, tout simplement, la vie familiale ou sa vie perso, ne lui permet pas d'y aller. Ou peut-être aussi, tout simplement, que le joueur n'a pas envie. Il se dit: «Bah, tiens, j'ai gagné l'événement, c'est super cool, mais aller aux USA, ça m'intéresse pas». Ce qui est légitime, hein, on force pas les joueurs, hein. Ce qui s'entend, Chacun, c'est ça, chacun fait comme il souhaite et auquel cas, on va passer le golden, sous contrôle, hein, évidemment, mais on va voir pour la personne suivante dans le classement. Quelqu'un qui est premier, qui gagne un golden et qui dit: «Bah, non, je sais pas moi, ma femme, elle va accoucher en novembre, donc j'irai pas aux USA», logique. Bah, on dit: «OK, bah, le 2e du classement, celui qui est juste derrière toi, qui a fini aussi en 5 victoires, par exemple, il est, légitime à avoir un golden. On va voir avec lui, est-ce qu'il est dispo? Est-ce que ça l'intéresse le oups, pardon. Est-ce que l'événement l'intéresse? Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on va pas remonter jusqu'au 15e, 20e et ainsi de suite forcément. Mais, on essaie que les golden soient utilisés. Parce qu'on a eu l'attribution, Game Workshop a donné le feu vert en nous disant: «Votre événement, il peut avoir du golden, donc autant les utiliser». On a aussi assez régulièrement le cas un joueur, il va gagner un golden, je sais pas, en juin, et puis il finit premier d'un événement, en août, et bah, du coup, il a déjà un golden, ça sert à rien qu'il en ait 2, donc on va le passer au suivant, et ainsi de suite. OK. Puisque le but, c'est Heu, d'avoir une belle délégation française qui est, représentative de la communauté. OK. Pour revenir sur le tournoi solo sur l'ogre, donc nous, on y est allés cette année, moi j'étais allé l'année dernière. C'était pour moi, c'est le meilleur tournoi que j'ai fait. Donc on en a parlé en off avant l'émission, mais si on peut le rappeler pour tout le monde. Donc cette année, c'était la dernière année où le tournoi se déroulait dans le gymnase, que vous pouviez avoir à disposition et dont C'est l'emplacement ça. était génial parce qu'il était, hyper proche du centre avec un parking et cetera. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, s'il y aura bien un Ogre 4 et si vous avez
des pistes pour ça, et si ce sera toujours à Saverne. Alors, il y aura un Ogre 4, parce qu'on n'a pas on n'a pas l'intention d'arrêter les frais. Nous, ça nous plaît énormément d'organiser cet événement et justement de voir le retour de la communauté. La première édition, les joueurs étaient super contents. La deuxième édition, les places sont parties en 2 heures, parce que forcément, quand les gens passent un bon événement, ils passent le mot à leurs copains et ils attendent avec impatience l'édition suivante. Cette année, on avait fait l'ouverture des inscriptions sur le live de Best Marmotte, qui est un joueur notamment de 40K, entre autres plein de choses, mais on avait piqué l'idée du Fromel qui avait fait son ouverture sur la chaîne des Schmex, et Tout à les fait. 120 places sont parties en 40 minutes, parce que les joueurs avaient envie de venir à l'Ogre, soit parce qu'ils étaient déjà venus avant, soit parce que leurs potes leur ont très bien vendu l'événement, et nous, ça nous fait super plaisir d'avoir ce retour de la communauté, d'avoir des petits messages qui nous disent que l'événement s'est super bien passé, que les joueurs ont envie de revenir, on a un petit serveur Discord pour l'événement où les joueurs partagent leurs photos et leurs anecdotes et ainsi de suite. Donc on n'a pas envie que ça s'arrête, tout simplement, parce que c'est quand même un gros kiff. C'est beaucoup de boulot, bien sûr, mais c'est quand même un gros kiff. La salle, effectivement, c'était un vieux gymnase qui va être démoli et reconstruit. Donc dans l'intervalle, il faudra qu'on trouve autre chose. On a des pistes euh, sur le secteur Saverne. Si Saverne, ça marche pas, on cherchera dans les communes autour, mais le but ne sera pas de s'éloigner trop de Saverne, puisqu'on a une gare TGV, on est facile d'accès, la ville est jolie, c'est chez nous, donc ça nous tient à cœur aussi, hein, tout simplement. Et puis même à chaque fois qu'on organise un ogre, enfin depuis les 3 fois qu'on a organisé l'ogre, on travaille avec le tissu local. Les t-shirts, c'est fait par un imprimeur de Saverne. Les tartes, toutes les tartes flambées, et puis le four à tartes flambées qu'on loue, c'est sur le secteur de Saverne. La boulangerie, c'est une boulangerie de soit Saverne, soit la commune juste à côté. Là, j'ai un petit doute, mais ça fait vivre le tissu local. Pour nous, c'est important d'être ancré je vais dire dans notre région, mais en tout cas dans notre secteur, et on n'aurait pas envie de partir loin, tout simplement. Donc on travaille là-dessus. L'Ogre 4, c'est un projet, ça, y a aucun doute là-dessus, et je peux le dire. Ou je peux pas encore vous le dire, parce qu'on n'a pas de certitude absolue, ou en tout cas on a des choses à vérifier et à construire pour être sûr que l'événement gardera une très bonne qualité. Parce que le confort, c'est important pour nous, que les joueurs aient de l'espace, qu'ils puissent jouer dans de bonnes conditions, qu'on puisse justement fournir une restauration, une buvette, et qu'il y ait cette possibilité. Quelque chose qu'on fait nous par exemple, c'est de proposer aux joueurs qu'ils souhaitent de manger tous ensemble le samedi soir sur le lieu du tournoi. Donc c'est important pour nous que le contexte et l'endroit soient convivial et créent du moment communautaire. Donc on a cette volonté d'avoir un événement chaleureux, et du coup de ne pas le faire n'importe où évidemment, et de le faire correctement pour que la qualité soit toujours au rendez-vous. Ok. D'ailleurs, Et pour C'est les, en pour les travail. gens qui n'y sont jamais allés, il y a un truc qui est génial. Alors, c'est que vous faites des petites cartes Magic ah avec oui, le pseudo dessus et qu'on s'échange avec nos adversaires. Enfin, ou pas, hein, si vous avez pas eu un adversaire affreux, vous allez peut-être pas lui donner votre carte. Et je trouve que ça, c'est génial parce que moi, je les ai sous les yeux là. Ça participe à la bonne ambiance qu'il y a sur le tournoi, clairement. Et, euh, et ça crée des souvenirs parce qu'on se met un petit mot. Et moi, je le regarde, je me rappelle, ouais, j'ai joué avec Elvie, j'ai joué avec Jean-Loup. Jean-Loup, il m'a pas mis de mot, cet enfoiré, parce que ça s'est pas bien passé, hein. C'est c'est les gars de je là-bas, ils les sont pas montre, sympas. je les montre à l'écran en Je même temps, vu m'engueulerai. que j'ai la cam. Donc c'est des petites cartes comme ça. Donc là, vous voyez, c'est mon premier adversaire qui était joué Cult Gene Stealers. Donc en fait, il m'a filé, donc vous avez le nom du joueur en haut, le symbole de l'ogre, et en dessous, il y a de la place pour mettre un petit mot. Lui, il m'a mis le bon petit culte, ce qui est normal puisque c'est un joueur culte. Donc c'est trop bien, en fait, c'est génial comme système. Donc, et du coup, ça aussi donne envie de revenir pour continuer la collection, du coup. Ouais, bah moi j'ai Ah, c'est deux ça. éditions, je trouve ça trop bien. C'est ça en fait, c'est une idée qui est apparue dans mon cerveau malade, soit sous la douche, soit sur les toilettes après le WTC l'année dernière, en se disant bon, il nous reste une semaine et demie jusqu'à l'ogre, ça va le faire, et on s'y est mis à plusieurs et on s'est dit bah tiens,
Ça permet de créer du lien, quelqu'un qui a 2 joueurs qui se connaissent pas avant, bah, paf, ils s'échangent leurs cartes et puis après ils se retrouveront sur TTS ou sur un autre tournoi. Ça crée un petit souvenir. Si on fait ça tous les ans, bah, ça permet de faire une collection effectivement. Si, on a pris le parti de faire des cartes pour les joueurs, mais également pour les arbitres et pour les orgas, parce que les arbitres et les orgas participent aussi, à la communauté de l'événement. Et on s'est dit: «Bah, au final, ça prend juste, du plastifiage et du découpage, mais ça crée C'est un trop cool. souvenir et ça crée du lien». Donc, Et on ces le fera tous magnifiques les dés ans. également. Les magnifiques dés aussi. Trop bien vos dés, hein. Ils sont vraiment chouettes. Je sais pas vous les faites faire, mais je les trouve très jolis et puis ils sont agréables. Enfin, ils sont un peu satinés, ils sont très sympas. Ils Ah, rejoignent ma il y a collection de une dés. il y a une texture rigolote, bon, qui part au fur et à mesure, mais c'est vrai que le toucher du dé est un peu différent des dés habituels. C'est chez Baron of Dice qu'on les fait, c'est Ah, vous ça? les faites chez Baron? Heu, Ok. ouais, ouais, Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est la ref. Et, et du coup, on se dit, bah tiens, un joueur qui vient au tournoi, bah, il a son t-shirt, il a son Eco Cup, il a ses dés, il a ses petites cartes, et il repart avec des goodies et des souvenirs. Parce que un bon joueur soyons de Warhammer honnêtes, aime les voilà, goodies. exactement, c'est ce que j'allais dire. Nous, la première question qu'on pose quand on arrive à un tournoi, c'est est-ce qu'il y a des goodies? Golden, tout ça, c'est bien, mais nous, on veut des goodies, parce qu'on vient pour ça. Non, puis c'est des super souvenirs. Moi, Mais je bon, vois là au-dessus de mon stand de peinture, là-bas, j'ai tous les dés. Alors, c'est les dés que je récupère de mes adversaires, c'est les dés que j'ai dans les tournois, c'est les dés. Et en fait, c'est trop cool parce que c'est les souvenirs. C'est-à-dire, quand je peins, je lève la tête, je vois les dés, et puis je me dis, ah bah tiens, ça, je me souviens, ça, c'est Silenos qui me l'a filé après 18 schnapps. Ça, c'est. Enfin, voilà, donc c'est. C'est vachement cool. parce que C'est vachement cool. on va pas se mentir, si on joue à Warhammer, c'est qu'on est un peu collectionneur, donc ça fait plaisir Mhm. d'avoir une collection de goodies. Tout à fait. Exactement. Les Ou comme goodies, tu dis, c'est des dés, parce la que vie. j'ai un joueur avec qui j'échange souvent, un joueur qui est néerlandais quand je vais arbitrer au Luxembourg ou au WTC. Lui, ça lui tient énormément à cœur d'échanger des dés avec ses adversaires, parce qu'il les stocke chez lui, bah, comme toi, sur son établi de peinture, son établi de hobby, quoi. Et il se dit, bah tiens, je regarde le dé là, c'est le dé, je sais pas, de la Chine, qui est arrivé au WTC l'année dernière, et du coup, bah, je me souviens que j'ai passé une bonne game avec le joueur C'est trop chinois bien. qui jouait Aldar, et c'est un souvenir, c'est ça. C'est Tu te des dis, souvenirs de bons moments. c'est ça, tu dis, c'est tout con, c'est un dé, bah non, c'est un souvenir. Mm. C'est trop cool. Et puis bon, on est joueur de Warhammer, donc en plus d'être collectionneur, on est superstitieux, donc on aime bien avoir le dé de tel événement, C'est parce ça. que ça marche bien, Ils marchent mieux, Clairement. ils font des meilleurs 6. Il faut plus c'est de ça. 6. Moi, ça, j'ai fait le tour sur les tournois, Nico. Je sais pas si toi, tu avais envie de poser d'autres questions. Bah, alors, alors, des questions, ouais, puis même amener des réflexions. Alors, l'idée, donc, pour ceux qui suivent la chaîne et qui nous regardent, vous savez qu'on a à cœur d'essayer de faire le pont entre les communautés, même si je déteste ce mot casual, ça veut pas dire grand-chose, mais disons les communautés plus locales, plus magasins, plus bar à jeux, et de vous montrer que dans le jeu égal, parce que même le compétitif, j'aime pas ce mot-là, c'est plutôt du jeu égal, et c'est ce que a très bien expliqué Invictus aujourd'hui en donnant des... En fait, la FEC donne des cadres de jeu. Le but, c'est pas que la poutre, c'est aussi de donner un cadre pour que tout le monde joue au même jeu dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres. Et du coup, je sais aussi que les Open, les GT, c'est un petit peu... Ça fait un peu peur. Et le message aussi de ce soir, et la volonté d'avoir Invictus avec nous ce soir, c'était aussi ça. C'était de vous montrer que les GT, c'est pas que des gros billes qui viennent en bavant sur la table et qui vont vous... De toute manière, le règlement de la FEC et du WTC empêche maintenant les mauvaises ambiances sur table, empêche les gotchas, empêche tout ce genre de choses toxiques qui sont pas agréables pour des nouveaux joueurs. Parce qu'en gros, la différence entre un gros joueur et un joueur qui joue moins, bah, c'est la connaissance du jeu. Donc forcément, il va se passer quoi? Il va se passer que sur table, le mec, c'est 50 fois ce que vous savez faire et vous non. Et l'idée, c'est de vous dire aussi que même si, certes, oui, vous allez tomber sur des gros joueurs, mais gros joueurs, ça ne veut pas dire forcément des gens désagréables. La preuve, JB ici présent et Romain ont joué avec Jean-Loup, qui fait partie du collectif Équipe de France, qui est un joueur très sérieux, et tous les deux peuvent témoigner que la partie s'est très bien passée. Donc je pense Ah qu'il non, y a non, il est aussi... toxique.
Ah, il est toxique, hein, Jean-Loup, très très toxique. Mais déjà, il joue soit sort de bataille, soit Cult Genestealer, donc forcément. déjà, il y a un problème, ouais. Non, mais déjà, le mec, il est venu au culte. Au moment dans la partie, il fait ah putain, c'est trop dur de jouer sans m'aider automatique, sans foi. Ça. J'avais oublié ce que ça faisait. Sur les dés de foi. Ouais, mec, tu joues au même jeu que moi, enfin. Mais enfin, jette tes dés, fais comme tout le monde. Mais et donc l'idée aussi, c'est de dire aux gens qui vont regarder ce podcast, vraiment dans la continuité de ce qu'on essaye de faire depuis qu'on a lancé nos petites activités. Allez-y en GT, parce qu'en fait, c'est génial. Faites la route avec des copains. Prenez la peine. Alors oui, c'est sûr que vous allez tomber sur des gens plus forts que vous, surtout si vous débutez, mais je vous assure que l'ambiance, et c'est pour ça qu'on insiste un peu là-dessus, sur la partie ambiance, c'est important. L'ambiance va vous donner envie de revenir, parce qu'il y a ce qui se passe sur table, mais il y a aussi ce qui se passe en dehors de la table. Et comme on disait un peu en off, et Invictus en a reparlé, vous avez notamment donc, à l'Ogre la capacité de manger le soir sur place. Et ça, c'est génial parce que vous avez fini votre dernière partie, vous êtes rincé, et il est 8h, 8h30, 9h. Au lieu de cavaler un samedi soir dans un McDo, et ben non, vous vous mettez à table avec les gars, et puis vous papotez, et puis comment ça s'est passé pour toi, et puis ça parle d'anecdotes de game, et puis vous rencontrez des gens que vous avez peut-être croisés sur TTS, pour ceux qui jouent sur TTS et que vous rencontrez en vrai. Ça permet de créer des liens. Donc en fait, ça va au-delà du jeu. C'est vraiment l'aspect social du jeu qui est génial et qui fait... pour ma part, c'est ce qui... Enfin, s'il y avait que le jeu, je ne ferais pas tout ce que je fais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer des gens. Donc si vous hésitez... Alors par contre, il faut être au taquet pour avoir des places de GT. Aujourd'hui, faut suivre les bons Ça part canaux. vite. Voilà, Fromel, c'était parti en une demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Mais faites l'effort, essayez, ou même sur des tournois peut-être un peu plus modestes, mais sortez Sur des tournois à Silver Ticket. Voilà, sur des trucs à Silver, ou même s'il faut faire, nous on est en partenariat avec MaxiRev à Abbeville, s'il y a un petit tournoi à Abbeville, c'est 50 minutes de route, venez nous voir, venez jouer avec nous. On veut qu'il y ait plus de monde dans notre communauté, on veut qu'il y ait plus de monde qui joue avec nous, et pas rester dans un groupe un petit peu élitiste de gens qui font du compétitif. Donc en fait, vous savez que ce qui nous tient à cœur, c'est de détruire cette image, détruire l'image du compétiteur sale, désagréable, qui va vous mettre à 1-0 et même pas vous dire merci et partir de la table. Plus, ça. Il y a un shift. Il y a vraiment un shift, ouais. Et ça on se doit aussi de remercier la FEC et toutes les personnes qui participent à ça, parce que j'ai connu de hobby. Moi, il y a vraiment l'avant et l'après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand c'est encadré par la FEC, et même en dehors, j'ai envie de dire, même quand c'est pas encadré par la FEC, vous avez assez inspiré les gens via le Discord, mais aussi via le fait que ça passe sur French Wargame. Donc, on entend parler de la FEC, il y a des interviews de Manoé, d'Immortus. C'est ce qu'on essaie un peu de faire ici aussi ce soir. De dire aussi aux organisateurs, si vous êtes un barrageux, si vous êtes une petite communauté que vous voulez organiser des tournois sans même, je veux dire, demander à la FEC, mais simplement venez sur le Discord de la FEC, tous les documents sont disponibles. Il y a un site qui a été refait d'ailleurs de la FEC qui est tout neuf. Allez voir le site de la FEC parce qu'en fait ça vous donne tous les éléments. Nous on est en train j'ai aidé un petit peu pour organiser le petit 2v2 là qui se passe dimanche. Et ben en fait c'est très facile, la FEC donne tout. Vous avez les patrons de table, vous avez... en gros, vous pouvez tout organiser de manière entre guillemets gratuite. C'est-à-dire que bien sûr il faudra acheter les terrains, mais tout le cadre de jeu est disponible gratuitement en ligne, soit sur le site du WTC, soit sur le site de la FEC. Et en plus de ça, maintenant, Tournament Companion de Games Workshop qui est aussi en ligne sur la partie Warhammer Community. Ouais, tout à fait. Donc en fait, si vous avez envie, et puis rapprochez-vous aussi des gens qui font de la compétition autour de vous, qui peuvent peut-être vous donner des tuyaux pour vous dire, bah tiens, regarde, faudrait mieux faire comme ça. On a eu un débat sur le format de table, parce qu'il y a un fantasme sur le format WTC, de table WTC, et j'arrête pas de répéter dans les petites communautés autour de moi que les gars, vous prenez pas la tête avec ça, jouez en format Games ou FEC, parce que le format WTC, c'est un format d'équipe. Utilisez les tables qui sont faits, vous avez passé du temps là-dessus, utilisez ça, c'est baleine, c'est bien pensé, c'est réfléchi par des gens qui connaissent le jeu, qui pratiquent le jeu, qui arbitrent le jeu, on peut pas faire mieux. Donc c'est mon petit message pour clôturer sur cette partie Open et GT. Allez-y, si vous êtes organisateur, n'hésitez pas à vous rapprocher soit des équipes, soit de nous, soit de la FEC.
des schmecs, de n'importe qui, hein, parce que de toute façon on est une communauté, donc tout le monde connaît tout le monde. On trouvera bien quelqu'un pour venir vous aider. Si jamais c'est plus gros et qu'à terme vous voulez faire un GT, bah, comme l'a dit Invictus, venez sur le Discord de la FEC et faites-vous connaître. Et si vous êtes joueur, bah, n'ayez pas peur, venez en tournoi, venez voir comment ça se passe, venez sur des plus gros événements, parce que je vous assure que vous ne le regretterez pas. Ça va être un super week-end, vous allez rencontrer les gens, vous allez vous amuser, vous allez repartir avec des goodies, et vous allez passer un bon week-end, ce sera un bon souvenir, au-delà du résultat. Voilà pour Si je moi. peux rebondir un petit peu, Ouais, ouais, tout ça c'est pertinent. Et puis si je peux rebondir effectivement sur l'aspect joueur, sur quelqu'un qui voudrait découvrir le milieu compétitif. Bah, déjà, comme tu le disais, cet aspect communautaire où on va y aller et on va se faire des potes, où on va y aller justement en covoiturant avec des amis, et c'est une petite aventure humaine, ou un road trip s'il y a 2-3 heures de route, enfin ce genre de choses. Mais ça permet de rejoindre la communauté, ou de renforcer ses liens avec la communauté, de se faire des nouveaux amis, des nouveaux partenaires de jeu, et ainsi de suite. Sur la question du niveau des joueurs, on a la plupart des événements solo qui utilisent un système de classement pas en ronde suisse, mais par le parcours de jeu, c'est-à-dire que tous les gens qui ont gagné leur première partie, bah, ils vont former une poule et jouer entre eux. Tous les gens qui ont fait 2 victoires et 1 défaite, ça va former une poule, et à la 4e game, ils vont jouer ensemble, et ainsi de suite. Qui fait que plus le tournoi avance, plus vous jouez avec des gens qui ont le même parcours, théoriquement le même niveau que vous. Donc vous n'allez pas nécessairement jouer 5 fois contre des top joueurs de l'équipe de France ou de prospect équipe de France, et du coup faire paillasson tout le week-end. Le ouais. système fait que vous êtes accompagné, on va dire, par le classement, pour que ça reste cohérent et pertinent. Et Ensuite, on parlait de... Ouais, dans le, vas-y. dans le pire des cas, il faut bien vous dire que les gens qui sont en haut du wargame, donc j'ai toujours l'anecdote de notre coach Greg, qui passe Fromel 6, mais le Fromel précédent se tape en ronde 1 PK. Bon, Ça arrive, ça- ça arrive. mais dans tous les cas, dites-vous bien que ces gens-là, ils aiment le jeu, ils aiment partager leur jeu, et il n'y a plus de gens bizarres qui vont être désagréables sur table. Même si vous jouez un Père C'est ce que j'allais Castor, dire. qui est ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui dans le Wargame en France, euh, vous allez quand même passer une bonne partie. Alors, vous ne gagnerez pas, voilà, mais vous allez perdre en apprenant des choses avec quelqu'un qui est agréable, et puis vous aurez votre petit selfie pour faire votre fanboy à la fin. Donc en fait, dans tous les cas, même contre un top joueur, vous allez passer un bon moment et vous allez être enrichi par ces 3 heures ou 3 heures et demie que vous allez passer sur table avec cette personne. Ah, c'est 2 points sur lesquels je voulais venir, effectivement, c'était la suite logique. C'est que le méchant tournoyeur mangeur d'enfants, l'image qui existait il y a 10, 15, 20 ans, bah, elle est plus vraiment réelle, parce que plus la communauté s'est rassemblée, plus les joueurs problématiques ont eu tendance à disparaître naturellement, parce que les gens ne voulaient pas jouer avec, tout simplement. Ouais. Et la culture de l'arbitre s'étant développée, bah, tout le monde comprend mieux les règles, donc il y a moins de mauvaises expériences du ah bah je me suis fait avoir parce que j'ai mal compris, lui connaissait la règle, moi je connaissais pas. Typiquement un cas de gotcha par exemple, bah, Mhm. l'arbitrage et les bonnes pratiques qui sont dispensées aux joueurs, aux orgas, évitent ce genre de choses. Et puis comme tu dis, les top joueurs en général savent d'où ils viennent. Ils savent qu'on Mhm. a tous commencé un jour, ils savent que le jeu évolue tout le temps, avec les dataslets, avec les nouveaux codex, avec les changements de version, donc tout le monde apprend tout le temps, même les top joueurs, même les champions du monde, on apprend tous. Et de toute façon, le jeu, on le pratique par passion, on le pratique pour passer un bon moment, euh, peut-être parfois pour gagner et pour performer, effectivement, Mhm. s'il y a cette volonté de gagner un Golden, s'il y a cette volonté d'être prospect équipe de France, s'il y a cette volonté d'être champion du monde. Mais jouer en compétitif et à haut niveau n'empêche pas d'être un gentleman, par exemple. Et de jouer en bonne intelligence je sais plus qui disait ça, je joue pas contre toi, je joue avec toi. Il y aura Oui, une égalité ou un gagnant et un perdant, mais ça reste un jeu. Et cette image du grand méchant tournoyeur détestable, bah, elle est encore un petit peu dans l'inconscient collectif, mais elle ouais. n'existe plus vraiment. Il Et ensuite, comme faut, tu dis, vas-y, ouais. faut se battre pour la. Alors, c'est une des intentions qu'on a dans l'équipe, nous ici, au-delà de l'équipe de jeu. On essaye aussi, quand on va quelque part, on met notre maillot, on met notre veste et on se dit on représente quelque chose. On est un petit peu l'extension naturelle de tout ce qui se fait dans le wargame
dans le wargame compétitif, et donc faut aussi comment dire, véhiculer ces bonnes valeurs-là aussi. Donc, c'est Oui, ultra oui, oui. important. Je pense que c'est même un devoir aujourd'hui, quand on sait jouer Bah, au jeu, c'est on important. a mis on a mis quelque chose en place il y a 2 ans peut-être, parce que les années se suivent et se ressemblent, tout ça, tout ça. On a mis en place une charte du joueur, Oui, qui sont pas des droits et des obligations, c'est pas les 10 commandements ou ce genre de choses, mais c'est vraiment des conseils et des bonnes pratiques pour que tout le monde passe un bon moment. Et au final, c'est tout bête parce que si tout le monde y met de la bonne volonté, bah, ça se passe très bien pour tout le monde, même si on perd une game. tout Et à fait. ensuite, quelque chose qui est vraiment bien quand on débute, quand on a envie d'entrer dans le compétitif et de monter en niveau, bah, c'est de se dire, bah tiens, je fais une game toutes les semaines dans mon club, ou alors une game toutes les 2 semaines parce qu'il ouvre qu'un week-end sur deux, mais j'ai envie de monter en niveau parce que bah, ça m'intéresse de, de bien, comment dire, je vais pas dire de bien jouer parce qu'on joue pas mal quand on joue de façon un peu plus chill, on joue relax entre guillemets, mais j'ai envie de monter en gamme, j'ai envie d'apprendre des tricks, j'ai envie de, de Ouais, de monter en niveau progresser. pour, tiens, pour de progresser parce que j'ai envie de rejoindre une équipe et puis du coup de participer à la réussite de l'équipe, pas de se dire bah on va faire un tournoi et au final on va faire 5 games en un week-end au lieu de 4 games en un mois ou de 2 games en un mois. On va jouer contre des gens qui sont potentiellement plus aguerris et plus expérimentés, donc on va apprendre des choses parce qu'il n'y a pas de secret pour progresser dans le jeu, il faut faire des erreurs et il faut apprendre de ses erreurs. Regarder des rapports de bataille, lire des tutos sur internet, etc. Ça aide, c'est pas négligeable, mais ça remplace pas l'expérience sur table, évidemment. Yes. Et si on a cette volonté de progresser, bah, il faut faire des événements, parce que ça permet tout simplement d'expérimenter les choses, de se mettre en place des petits réflexes. On parlait tout à l'heure en off de joueurs de haut niveau, entre guillemets, qui ont du mal à baisser Oui, à à jouer sous-jouer, moins ouais. dur, à Mm. sous-jouer, merci. Parce que même si on va sortir une liste un peu plus molle ou un peu plus ridicule avec des unités qui sont pas optimisées euh, pour, euh, pour, euh, pour être moins bourrin sur table, bah, au final, on a quand même des réflexes, on a quand même une meilleure gestion du risque et des ressources. On gère mieux ses PC, on anticipe mieux les déplacements de l'adversaire, plein de petites habitudes de jeu, de petites bonnes pratiques que inconsciemment bah, on a acquises au fur et à mesure de notre parcours et qui fait qu'on devient, j'utilise le terme meilleur joueur en termes de niveau de jeu, et qu'on a plus de mal après à sous-jouer, mais c'est des choses qui viennent avec la pratique. C'est ça. Et vraiment, se dire, bah, j'ai jamais fait de tournoi, mais j'aimerais bien découvrir. Bah voilà, faut oser tout simplement. Euh, Peut-être que la première game et la deuxième game seront un peu dures, mais après on jouera probablement avec des gens qui débutent aussi, puisque on le voit par exemple avec tous les Open en France, l'Ogre, le Fromel, l'Open de Carcassonne. Pardon, l'Open de Carcassonne, on a 100, 120 joueurs, 140 joueurs. Bah, sur l'Ogre, sur les 120 joueurs, il y avait peut-être, je vais dire ça à la louche, 30, 35 joueurs bien vénères. Après, il y avait des joueurs de niveau moyen tout à fait respectables, je dis pas ça de façon péjorative, hein. Et après, bah, des joueurs un peu plus chill, un peu plus débutants qui ont envie bah, soit de découvrir l'événement, le compétitif et de progresser, soit tout simplement, et c'est tout à fait légitime aussi, bah, profiter d'un tournoi, profiter de l'événement communautaire, y aller avec ses potes, se faire des nouveaux potes, manger une tarte flambée, repartir avec des goodies, prendre l'apéro entre deux games, etc. C'est des raisons tout à fait valables d'aller en événement. Mais il faut pas se dire que on va participer à un tournoi, puis même on peut baisser l'échelle. Sur un tournoi à 40 joueurs, il n'y aura pas 40 tueurs d'enfants. Mm. Non, Donc et puis, faut pas se dire j'ai peur d'aller à un événement parce que je pense que je vais passer un mauvais tournoi ou des mauvaises games. De mon expérience d'orga, d'arbitre et de joueur, une game qui se passe mal, c'est peut-être une game sur 20, sur 30, sur 40, sur 50. Dans mm. 95% des cas, ça se passe très bien. Et en général, les games qui se passent pas bien, c'est pas en GT qu'elles arrivent. En général, les games qui Non. se passent pas bien, c'est souvent dans des plus petites communautés parce qu'il y a des problèmes comment dire, de connaissance du jeu, de peut-être aussi de mentalité, on sait pas trop dans quel univers on navigue. Là où en GT, comme c'est tellement encadré,
Tout le monde vient avec les mêmes intentions, tout le monde vient avec le même. Bah, la charte de joueur, c'est bien que tu le rappelles parce que c'est trop bien, parce que tout le monde a lu ce truc-là pour la plupart. Alors, par En contre, théorie, en théorie. en théorie, mais enfin, normalement, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, tiens, il y a un autre sujet aussi que moi je constate de mon côté. Alors peut-être après, soit c'est juste le niveau général qui augmente en termes de niveau de jeu, mais j'ai l'impression que les GT type Open, etc., donc type Hog, type Fromel et tout, il y a quand même de moins en moins, entre guillemets, de joueurs collection ou de joueurs touristes qui viennent avec ce qu'ils ont dans leur vitrine et qui viennent là. Voilà. Il y a quand même, on sent que le niveau de jeu il est élevé, il est plus élevé qu'il l'a été. Mais je pense aussi que c'est une conséquence indirecte de l'augmentation du nombre d'équipes en ligue. Comme il y a de plus en plus de Et monde du qui nombre s'en... de et du nombre Voilà, d'événements et du nombre d'événements solo voilà, aussi, oui. voilà. Après Tout le monde il y s'intéresse, aura tout le monde joue toujours, plus, tout le monde devient meilleur, et puis voilà. c'est C'est ça. parce que t'as pas joué Il y contre Kiem et sur Hierophant, toi, c'est pour ça. Mmh. Après, il y aura toujours j'aime pas trop l'expression parce que ça a l'air péjoratif, mais des joueurs de garage, des joueurs de club, Mhm. et il y en aura toujours, et c'est très bien, parce que, Il faut. on a environ 2000 compétiteurs en France, mais ça représente qu'une fraction de la communauté 40K française. Oui, Des compétiteurs, on en a plein, mais c'est pas eux la majorité des gens qui jouent à 40K. Donc c'est très cool que les clubs, les associations, les groupes d'amis continuent à jouer au jeu et parfois s'intéressent au compétitif. Nous, on veut être accueillant pour cette population-là. Ensuite, bah, du coup, on en parle depuis tout à l'heure, mais il y aura toujours des débutants et c'est très bien également bien sûr. parce que parce qu'ils rejoignent la communauté, parce qu'ils apprennent, parce que ça crée de l'émulation, etc. Et ensuite, je te rejoins, on l'a vu au fil des ans avec la Ligue, le niveau moyen français augmente. Ouais. Parce que bah là, on est sur la dernière année, enfin théoriquement, on est sur la troisième année en tout cas de V10, et en général les éditions de 40K ont un cycle de 3 ans, mais Mhm. les gens connaissent de mieux en mieux les règles, les gens connaissent de mieux en mieux le fonctionnement du jeu, et du coup bah, ses réflexes, ses bonnes pratiques, etc. Éviter les rapides ingress, mettre en place sa petite inter-héroïque, etc. Donc le niveau augmente par la force de l'habitude et de l'apprentissage de tout le monde. Et ensuite, bah, la présence et le développement de l'arbitrage permet de s'assurer que tout le monde joue avec les bonnes règles et avec les mêmes règles. Comme ça permet aux gens de jouer au même jeu, comme on disait tout à l'heure, ce qui est hyper important. Et ça leur permet aux gens de faire moins d'erreurs de règles. Les parties sont de plus en plus saines. Je vais dire que moi, les événements que j'ai arbitrés cette saison, par rapport à il y a 2 ans, bah, il y avait un peu moins de, faut être honnête, il y avait un petit peu moins de boulot, on va dire, sur les questions de règles en tout cas. Tant mieux, c'est ce que nous Et disait Darkan aussi cette année en ligue, c'est qu'il disait que c'était super agréable parce que ah oui, quand on demande à l'arbitrage d'intervenir, c'est pour des vraies questions d'arbitrage, c'est pour vérifier une loss, c'est pour valider une charge, c'est pour une histoire de l'interaction qu'on n'a pas règle encore vue, mais voilà, une règle de barricade un peu, voilà, parce que la règle de barricade, elle n'est pas évidente et que tu préfères appeler l'arbitre avant de commencer à bouger des figues. Mais ça se fait c'est mieux. toujours souvent dans l'échange avec son adversaire. C'est pas j'appelle l'arbitre parce Mhm. qu'on a un conflit et qu'on n'est pas d'accord, c'est j'appelle l'arbitre parce qu'avec mon adversaire, on pense que ça peut devenir un point de tension et avant que ça le devienne, on va le désamorcer C'est ça, avec On va c'est voilà. ça. continuer. Et C'est ça vrai qu'on c'est n'en a super pas bien. encore parlé, mais quelque chose qui s'est développé au fil des années et qui participe justement à la montée du niveau de tout le monde et à l'assainissement, entre guillemets, du jeu par rapport au mauvais comportement ou au quiproquo, parce que Oui, 3 fois sur 4, un conflit, ça vient d'un quiproquo ou d'une mauvaise compréhension d'une règle ou d'une interaction, bah, c'est le jeu d'intention. C'est communiquer avec son adversaire. C'est l'adversaire dit bah, je viens reprendre l'objet, attention, je peux te faire un Overwatch pour 0 PC, même si j'ai plus de PC, je peux quand même te faire un Overwatch. Est-ce que tu as un moyen d'avoir Fight First? Non, j'ai pas de moyen d'avoir Fight First comme ça, pas de gotcha, pas de surprise. J'ai fait une advance à 3, donc je bouge de 9. On mesure ensemble à la phase de mouvement, ça fait une charge à 6. Bah, paf, il n'y a pas de débat pendant la phase de charge une fois que les dés sont lancés. Et ça ouais, permet de. Quand tout le monde a les mêmes informations, c'est pas celui qui a le mieux mémorisé les règles qui va gagner, c'est celui qui fait les meilleurs choix et ouais. qui gère le mieux ses ressources et ainsi de suite.
qui permet, d'augmenter le niveau de jeu de tout le monde, puisque ça devient plus un jeu de mémoire, ça devient un jeu de stratégie. Ça, c'est un truc que j'essaye de pousser là en local, le jeu d'intention. Et c'est vrai que c'est très difficile à expliquer au début, parce que la première réaction souvent des joueurs qui ne connaissent pas le jeu C'est, d'intention, c'est: c'est «Je vais pas pourquoi jouer pour j'aiderais lui». mon adversaire. C'est ça. Exactement. Et je vois pas pourquoi je lui donnerais des infos qu'il est censé avoir. Et en fait, non, c'est juste pas possible. 40K, c'est des couches et des couches et des couches et des couches de règles, mises à jour Tous les 3 très mois. souvent, voilà. Tous les 3 mois, toutes les cartes sont rebattues. Il y a des mises à jour ninja. Il y a, quand on commence à s'intéresser au compétitif, il y a la FAQ WTC. Il y a la FAQ FEC qui suit la WTC, mais parfois aussi fait des petits ajustements, voilà. Mais de manière générale, maintenant, c'est harmonisé. Donc quand on se mange toutes ces couches-là, en fait, on peut pas décemment tout connaître sur tout, tout le temps. Avoir un petit rappel de son adversaire, comme tu le dis, quand tu bouges, et que le mec dit attention, l'Overwatch, quand même, tu checkes ses CP, tu vois qu'il en a pas. Tu dis bon, bah je vais bouger, il va pas m'Overwatch. Là, il te claque une Overwatch gratos, bah t'es un petit peu dégoûté, t'aurais aimé qu'il te le dise avant que tu bouges. C'est ça. Donc voilà, tu te fais cramer ton unité avant d'avoir plus que. Enfin, en fait, c'est voilà, comme tu dis, c'est récompenser le meilleur stratège et non pas le mec qui a pas dormi pour apprendre toutes les règles pendant je sais pas combien de temps. C'est Donc ça, ça. c'est C'est se c'est ce qui est dire, le plus intéressant. on on a le même niveau d'information, on se fait pas des coups dans le dos ou: «Ah ah ah, je t'ai eu avec mon inter-héroïque pour 0 et en fait j'ai fight first parce que j'ai telle amélioration, qui est écrite sur ma liste mais que je t'ai pas expliqué en début de game». Mhm. C'est éviter ce genre de situations qui sont extrêmement désagréables pour les joueurs. Pour l'arbitre, parce que les joueurs vont appeler l'arbitre et l'arbitre devra prendre une décision sur table qui va, soit faire un rollback et changer l'état de la game et revenir en arrière, soit favoriser un joueur ou l'autre. Ouais. Et la majorité je vais dire des problèmes ou des conflits sont résolus avant qu'ils arrivent, quand les joueurs communiquent entre eux. Et Yes, nous, ça c'est important. c'est ce qu'on encourage, parce que le jeu devient plus sain et plus agréable. Les parties, elles sont tellement plus agréables quand ça se déroule comme ça. Ah oui. Il faut. Alors après, encore une fois, on peut se faire le relais de ça. Et je pense qu'on doit se faire le relais de ça quand on est dans une communauté, quand on va mettre les pieds dans une communauté moins compétitive ou avec moins d'expérience dans le jeu. Il faut absolument, et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de montrer l'exemple et de le pratiquer, tout simplement. Tout à Parce fait. que ça, il y a un mécanisme de copie, hein, tout simplement. Moi, je le vois dans la petite communauté locale. Forcément, j'arrive, les gars me connaissent, ils savent où je joue et ce que je fais. Ils savent que j'ai un meilleur niveau de jeu qu'eux parce que je pratique plus. Donc forcément, il va y avoir un mécanisme de copie des pratiques, et que ce soit sur la manière de jouer, que ce soit sur la manière de communiquer les listes, la manière de, quand on organise un événement, de gérer le truc. Je pense que c'est vraiment un rôle important. Donc encore une fois, si les gens qui nous écoutent, vous faites partie d'une équipe de ligue ou vous faites quel que soit le niveau, hein, on s'en fout, hein, de la L3 à la L1, hein, vous êtes tous responsables. Euh, faites-vous aussi le porte-parole de ça. Je pense que c'est important pour que les gens qui débutent ou qui s'intéressent au jeu voient tout de suite la bonne manière de le faire et puis que ça devienne une normalité au final, que ce soit plus quelque chose qu'on découvre quand on va en GT ou en Ligue, mais qu'on voit un petit peu partout. Et à terme, ça arrivera, je pense. À terme, ça arrivera parce que il doit encore avoir un ou deux bastions d'irréductibles gaulois, mais de manière générale, je pense C'est que vrai que voilà, on passe le mot, C'est quoi. c'est vrai que la phrase est peut-être un peu forte ou solennelle, mais on est tous responsables d'avoir une bonne communauté. Oui, tout à fait. À partir du moment Et où ça passe par la communication et montrer le bon exemple, tout à fait. Donc tu vois, non, et ça c'est bien, parce que ça assainit le jeu, et puis ça permet à ce qu'on passe tous des bonnes parties, quel que soit notre niveau de jeu, quel que soit le temps qu'on peut y accorder aussi, parce qu'il y a ça aussi, le jeu prend beaucoup de temps. Si on veut, c'est un petit peu le vieil adage, moins tu dors, plus t'es fort. C'est vrai qu'au début, 40K c'est un petit peu opaque. Il y a le billet d'entrée Pas faux. financier, il y a le billet d'entrée en termes de règles, en termes de peinture, en termes de ceci, en termes de cela. Donc si en plus, quand on a passé tous ces éléments-là et qu'on a mis des sous dans des figurines, qu'on a pris du temps pour les peindre, on arrive sur une table et qu'on tombe face à un mec plus fort qui communique pas,
Bon, bah là, le mec, il va poser ses figurines, il n'achètera plus, et puis au pire, il les revendra sur Facebook, et puis ce sera bien. Ce qu'on veut pas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de joueurs. En fait, c'est plus il y aura de joueurs, plus. Parce que, n'oublions pas, nous ne sommes que des grands garçons qui poussons des petits soldats en plastique. Malgré C'est tout. ça. Voilà. On, Dieu nos on 40 peut, on balais, peut voilà. jouer, on peut jouer sérieusement et compétitivement et à haut niveau, équipe de France, WTC, championnat du monde, etc. C'est un sport, enfin on peut le considérer comme un sport à un certain temps, mais c'est aussi un jeu. Et Tout il à faut fait. pas l'oublier, tout à fait. Ça, c'est, voilà, ça reste un vecteur social important. Ça reste, je suis allé faire une petite partie hier soir, moi, avec un ami qui débute. Bah voilà, moi c'est ma petite sortie de la semaine. Ça me fait plaisir, je passe du temps avec lui. Bon, le score, on s'en fout un peu, on sait ce que ce sera, mais voilà, on joue ensemble, il découvre des trucs, il teste des choses. Donc c'est un bon moment, quoi. C'est un moment aussi où on sort de la vie, des enfants, du boulot, de tout ça. Et puis on s'aère la tête aussi là-dessus. Donc c'est très très bien. Oui, Il faut que tout à ce fait. soit fait de manière saine. C'est En ça. parlant Parce que de sinon. niveau international, Ouais. tu vas aller à Atlanta? Pas cette année. Moi, j'avoue que je préférerais me déplacer si ça se passait en Europe, parce que les États-Unis, c'est un peu loin et effectivement un peu cher, parce qu'on n'est pas on n'est pas sur une couverture à 100%. Donc, D'accord. Ah, il ah, paye pas les. Genre Verne, quand il est allé l'année dernière, il n'a pas été bon, remboursé de ses frais. il y a une participation, il y a un soutien, mais ça reste de grosses dépenses. Ouais. Donc peut-être plus tard. Là, ce que je fais à l'international, je suis allé arbitrer en Italie, en Norvège, au Luxembourg, en Belgique, je vais aller arbitrer en Écosse, dans 2 mois. Si j'avais pas eu un open, à la même date, bah, justement l'open à la fin du mois, j'étais volontaire pour aller arbitrer à Londres, au LGT, parce que pourquoi pas? Moi ça m'intéresse justement comme je disais, bah, de rencontrer les communautés de toute la France et les communautés étrangères, parce que, bah, on joue au même jeu, on a la même passion, donc moi j'ai envie de rencontrer les gens. Et le WTC, bah, depuis 3 ans. Ma question, c'est derrière, est-ce que tu sais si les communautés à l'étranger, il y a un peu la même philosophie au niveau du comportement des joueurs et des lignes de conduite données? Il n'y a pas de fédération, à ce que je sache, je crois qu'on est la seule. En fait, on a plusieurs pays qui commencent à construire des choses, ou qui ont déjà commencé, hein, bien sûr. L'Italie, ils sont sur leur 2e ou 3e année d'une structure arbitrale qu'ils ont créée. Où justement, nous, la fac, on leur a donné un petit coup de main en termes de documentation, en termes de bonnes pratiques et de conseils. La Norvège, ils sont en train de créer un circuit, justement, où ils avaient demandé à la Fédé, bah, tiens, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un pour nous former sur l'arbitrage et sur l'organisation d'un circuit compétitif, pas juste organiser un événement pendant un week-end, mais d'avoir une structure qui se suit sur toute l'année. Donc on travaille en fait en coopération, en main dans la main avec eux pour dire, bah, nous, on a une structure qui existe depuis presque 20 ans. Donc si on peut vous aider, parce que on trouve que c'est bien justement que la vie compétitive se structure un peu plus dans les autres pays, dans les autres communautés. Là, il y a les Pays-Bas qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps parce que justement ils veulent créer quelque chose aussi pour relier leur événement entre eux, pour s'assurer que tout le monde joue au même jeu, pour avoir de l'arbitrage, bah, la même chose qu'en France au final. Parce que bah, au fil des WTC, au fil des ans et au fil des discussions, parce que quand on va au WTC, entre les games, etc., bah, on discute avec les gens, parce que c'est quand même important justement de rencontrer, de se lier avec les autres passionnés. Bon, bah voilà, nous on a ça chez nous, comment ça marche chez vous? Bah tiens, en Suède, comment ils sélectionnent l'équipe suédoise? Ah, vous faites comme ça, nous on fait comme ça. Puis du coup, ils disent, bah tiens, vous avez une bonne idée, bah vous aussi vous avez une bonne idée, et on échange, tout simplement. Donc pour l'instant, pour autant que je sache, on est les plus développés en France, mais parce que ça fait longtemps qu'on existe aussi. Et d'autres pays, bah, ça se construisent des structures et des fédérations, des circuits, peu importe comment on les appelle. Et surtout, ils construisent des choses pas en copiant à 100% le modèle français, parce que ce serait pas pertinent, mais des choses qui sont adaptées à leur communauté. Parce qu'en France, on fonctionne de telle façon. Peut-être qu'en Afrique du Sud, j'ai quelques contacts aussi en Afrique du Sud qui sont en train de se former en tant qu'arbitre et de créer justement une culture de l'arbitrage dans les tournois chez eux. Et bah ça fonctionne. Eux, ils auront une façon de fonctionner qui sera
peut-être similaire ou différente de la nôtre, mais qui correspondra mieux à leur communauté. Va falloir Et c'est sérieusement en échange. motiver les Belges là, parce que nous, on a une invasion tous les ans. La, Ouais, la Belgique, la On leur fait un Belgique, bisou. là, ils sont sur leur première année de ligue. Ils ont déjà fait un événement où je suis allé arbitrer pour leur donner un coup de main en juin. Oui, c'est ça, ça devait être en juin. Le deuxième événement sera en novembre, après Atlanta, justement. Et ils sont en train de créer un système de ligue pour Ah, c'est très justement, bien. C'est très bien on parce que voit nous, il y en pendant a le... marre. il y en a marre On des Bah, leur fait Belges. on leur fait un gros bisou déjà, à la il y a Tour d'Ébène et à tous les copains de la Belgique qui viennent nous envahir tous les ans. La On Tour les aime beaucoup. d'Ébène, Liège Primus, etc. Voilà. Effectivement, ils viennent jouer en France. On les rencontre pendant le Belgium GT, qui est un gros événement par équipe qui s'était fait en octobre ou en novembre l'année dernière et qui là va pas tarder à arriver aussi. On a discuté avec des gens qui étaient motivés pour donner leur temps pour créer quelque chose. Et voilà, ils sont dans leur première année de ligue. Je vais pas dire à la française parce que c'est une ligue belge, mais inspirée de chez nous et adaptée à leurs besoins à eux. Ouais, parce que c'est sûr, c'est ce qu'on avait discuté avec Wizbull une fois. C'est sûr que l'avantage, entre guillemets, qu'on a en France, c'est qu'on a un grand pays. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de trouver un gros pool de joueurs. Et c'est ce que disait Wizbull. La difficulté pour eux, c'était de monter une ligue, certes, mais il faut avoir suffisamment de joueurs. Parce que bah, sinon, il y a 4 équipes et puis voilà, ça tourne en rond. Et c'est vrai qu'en termes de compétition, bon, bah oui, il y a un moment, on a vite fait le tour. Donc, bon, on leur souhaite plein de réussite. On leur fait des gros bisous. Bon courage à Wizbull et à toute l'équipe de la Tour d'Ébène pour l'organisation du BGT. Parce qu'organiser des gros trucs comme ça, c'est du taf. Et on sait qu'ils travaillent Ah oui, c'est beaucoup. sûr. Puis c'est des super copains. Donc une grosse bise. Et puis j'espère qu'on se recroisera. Alors pas trop vite parce qu'on n'a pas envie de redescendre dans L3, mais dans un événement. Voilà. Un gros bisou à vous. Et- Mon JB, Mais est-ce que tu as voilà. d'autres sujets? Ah non, je pense qu'on a abordé pas mal et tout était super intéressant. Moi, j'adorais. Je sais pas Ah, si, c'est ça. Je si pense que Johan, tu as pour envie de nous résumer. partager d'autres choses encore avec d'autres, parce que je pense que tu as abordé les sujets de manière différente de ce que tu peux faire avec les lives fake, par exemple. On s'y retrouve effectivement parce que le discours est le même. Mais ce que je dirais en résumé et en conclusion, parce que tout du moins conclusion de mon propos, parce que ça s'applique à la France avec la FEC et à l'international avec les relations qu'on a avec les structures qui sont en train de se créer ou qui existent déjà et qui sont en train de se développer, bah, c'est l'entraide. C'est l'entraide par l'arbitrage, c'est l'entraide par les clubs qui mettent en commun leurs décors et leurs tapis, c'est l'entraide avec, on le disait, des ressources documentaires qui sont mises à disposition gratuitement pour accompagner les gens qui veulent se lancer dans l'organisation. Parce que bah, s'il n'y a pas d'entraide, on revient 20 ans en arrière où chacun joue dans son garage et dans sa petite salle communale, et c'est moins intéressant pour tout le monde. Super. Bah écoute, ouais, c'est vrai qu'on a couvert pas mal de sujets. J'espère que, voilà, déjà premièrement que ça t'a plu. Merci à toi de ton temps, Ah oui, bah parce oui. que c'est quand même 2 heures d'une soirée pour notre humble média. Euh, il sera important à l'avenir. Nous on va continuer. Et d'ailleurs, il y a un gros teasing pour dans 2 semaines. On aura un autre épisode de podcast, on vous en parle après. On essaye toujours de faire intervenir des personnes d'un petit peu partout. Alors, soit on est entre nous deux avec JB et on papote des sujets qui nous incombent, hein. Donc maintenant la L2 Nord, avant la L3 Nord-Pas-de-Calais. Mais on essaye aussi, voilà, de se faire un petit peu un relais à notre manière et à notre niveau de ce qui peut se faire dans le wargame et de ce de ce qu'on pense bon dans le wargame, alors pas que sur table mais aussi en dehors, c'est-à-dire les relations sociales, les copains, les week-ends de ligue où on est mort de rire, comme tu disais tout à l'heure Invictus, on part en GT entre potes le soir, ça se chambre sur ah bah t'as fait ça, tu t'es pris un 20Z, ah c'est rigolo, quoi. Évidemment. On est là pour se marrer. Et puis il y a le petit concours à la fin de qui a fait top quoi, ah puis un tel il s'est planché, enfin bon c'était rigolo. Donc c'est tout ça aussi le wargame en fait. On est 2 joueurs World Eater dans la voiture, qui sera Best in Faction? Ah, ça Exactement. c'est la grande question dans la voiture. Faut savoir qu'on a 2 Best in Faction Ouais. dans la team, hein. On a Greg qui a été Best in Faction Fromel, alors pas cette année mais l'année précédente, parce que c'était le seul. Et, et on a Romain cette année qui prend le Best in Faction Drucari, 1/2.
Donc on commence à s'étoffer, ça ne rigole plus chez les relais noirs. Moi je vous le dis. C'est vrai que du coup, ça me fait repenser, on n'a pas nécessairement parlé du Best in Faction, qui est une chose qui existe dans le circuit solo, ni du Best Overall, qui était un sujet que vous Bah, vouliez aborder, je crois. on peut en parler rapidement, il n'y a pas de souci. Vas-y, je te laisse embrayer là-dessus. Déjà, nous, en tant que joueurs, on a trouvé ça trop bien, le best overall. Moi, je peux pas le couper parce Oui, que il y a la Ouais, poutre, vas-y, bien sûr. mais on est des joueurs de Warhammer compétitifs, mais on l'a déjà dit ici, nous, on adore les belles figurines et la belle peinture. Et en plus, en parallèle de l'ogre, il y a un concours de peinture qu'on a plaisir à aller voir. Donc, le fait qu'il y ait un best overall qui, rappelons-le, a une pondération, je crois, de 60% pour la poutre, 40% pour la peinture, C'est permet de ça, ouais. récompenser quelqu'un qui est compétiteur, parce que malgré une très belle note de peinture, il faut avoir un très bon classement pour avoir le golden qui va en face, et qui est très investi dans le hobby, tout simplement, qui est un passionné. Parce que pour avoir une super note de peinture, il faut être passionné, hein. Là, le mec ouais. qui a eu Alors, la note, le best overall, c'est la meilleure note de peinture en plus. Il me semble. c'est le Ou, deuxième, ou deuxième. meilleur peintre. Donc c'est C'était Petit Poney qui avait la meilleure note de peinture à 98 sur 100. Il me semble que c'était Petit Poney et il a fini peut-être au troisième 13e ou peut-être. 14, 13e ou 14e, je sais plus. Mais du coup, il était deuxième au best overall ou troisième maximum. Enfin bref. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on a importé en France il y a quelques années maintenant. Pour deux raisons. La première, c'est que quand on participe au championnat du monde de Game Workshop à Atlanta, donc les World Championship of Warhammer, on rapporte des points à son pays de plusieurs façons, en étant le meilleur de sa faction, en étant très bien classé sur le tournoi, et en ayant des belles figurines avec des points peinture. Il y a un système un petit peu de Jeux olympiques où chaque joueur d'un pays vont rapporter des points de façon différente. Et à la fin de l'événement, tel pays gagne parce qu'il a le plus de points cumulés dans les catégories respectives. Et nous, on trouve ça cool, parce qu'effectivement, la peinture, ça fait partie du hobby. Et faire de la compète avec des belles figurines, c'est toujours quand même plus agréable qu'avec des figurines grises ou sous-couchées. Pour ça qu'on demande aux figurines d'être battle ready pour participer aux événements estampillés fake. Et on s'est dit, bah voilà, ça fait partie du hobby, ça attribue des points à la délégation française à Atlanta. Donc pourquoi pas effectivement donner des golden aux personnes qui font des bons résultats en termes de jeu et ont des belles armées et du coup représenteront bien la France pendant le WCW et apporteront des points à la France en jeu et en peinture. Ça motive les gens à ramener des belles figurines. Ça permet aux gens qui ont un niveau un tout petit peu moins bon que les top joueurs de quand même être récompensés pour leur implication dans le jeu et dans le hobby. Et ça plaît. Nous, on l'a mis à chaque fois à l'ogre, et je sais que d'autres open le font également. C'est pas une obligation, c'est une option, mais les joueurs en général aiment bien. Parce que moi, je connais des joueurs qui disent bah, je serai pas top 5, je serai top 10. Enfin, je serai pas top 3, je serai top 10, en théorie. Normalement, si ça se passe bien, je suis top 10. Mais avec la peinture, je serai top 3 best overall. Et c'est un objectif aussi. Il y a des c'est trop joueurs bien. qui peuvent fonctionner comme ça et se dire j'ai pas envie de tryhard à fond pour finir premier, mais j'aime tout autant jouer que peindre et avoir de très belles figurines et un niveau de jeu plus que correct, et je peux être récompensé pour ça. Oui. Je peux être gratifié pour ça, donc nous on trouve ça cool, c'est quelque chose qu'on utilise du coup à l'ogre. Et le Best in Faction, c'est un peu similaire. Alors ça permet pas de décrocher un silver, un golden, etc. Et ça ne change pas le classement du tournoi, c'est purement honorifique. Mais de se dire, bah tiens, on connaît tous le phénomène dans la vie compétitive le nouveau codex qui vient de sortir ou qui va Bah sortir, oui. c'est l'ICA. Pour le moment, jusqu'au prochain nerf, il a l'air quand même extrêmement fort. Donc les gens qui veulent finir top 3, top 5, peut-être que s'ils ont la capacité à changer de codex, à s'adapter facilement et avoir un niveau de jeu élevé sur plusieurs codex différents, bah, peut-être qu'ils vont passer sur l'ICA pour faire leur top 3 ou leur top 1. Et on se dit, bah voilà, c'est un phénomène qui existe, et à côté de ça, on a des joueurs qui, en compétition, ont leur armée de cœur. Alors, pas l'armée de cœur avec l'expression qui fait sourire, ou justement, c'est le truc trop fort du moment, je saute dessus. Non, la vraie armée de cœur qui joue depuis 5, 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai commencé à jouer en 99 avec des Eldar. En compète, je joue toujours Eldar. Et on se dit, bah, ces joueurs
qui font je vais pas dire l'effort, mais qui viennent à un événement avec un truc qui est peut-être pas top méta, mais qu'ils aiment jouer, et qui finissent par le mieux classé de leur faction, et ben tiens, t'as soit un mini trophée, soit une petite figurine qu'on a sous-couchée en or et qu'on a mis sur un petit support en bois, soit effectivement à l'ogre une petite carte souvenir, soit une petite médaille en disant bah tiens, je sais pas, la garde impériale, c'est B tiers, c'est C tiers en ce moment, tu gagneras pas le tournoi avec, mais t'as quand même été le meilleur garde impérial du tournoi, donc t'as ta petite récompense, ton petit souvenir. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais il y a des joueurs, ça leur fait plaisir, ça leur tient à cœur. Ah, Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? mais non, mais c'est bien parce que ça donne aussi envie de venir avec ces figurines, parce que les mecs qui viennent avec des armées, une Color of Benetton, parce qu'ils ont pris toutes les figues à leurs potes et pour essayer de faire l'armée la plus optimisée à 2000 points. C'est Ce vrai qui est que une quand façon de jouer aussi. Ce qui est une non, façon non, de mais jouer bien aussi. sûr, mais pour sensibiliser les gens au jeu, c'est pas le meilleur truc, quoi. C'est ça, Ça, c'est ça que dépend ça dépend des objectifs de chacun, effectivement. Je dis pas qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre, mais c'est quand même, comment dire? quand tu viens avec tes fixes, c'est quand même bien. C'est ça, voilà. Oui. Oui, et puis ça crée soit des petites anecdotes, soit des petites compétitions, etc. entre potes. Je sais que la première année de l'ogre, il y avait un World Eater, c'était quelqu'un de mon équipe. La deuxième année de l'ogre, ils étaient 4 ou 5. Cette année, ils étaient 10. Il avait été Best in Faction World Eater la première année, la deuxième année, si je dis pas de bêtises. Du coup, il s'est dit, ah, cette année, il y a quand même plus de World Eater, j'ai mon titre en jeu, entre guillemets, et du coup, il se, il s'arrache un petit peu en se disant, ça reste bon enfant, hein, mais se dire, ah, là, il y a il y a de la compète en World Eater, est-ce que je serai toujours le meilleur, ou est-ce que, du coup, je serai pas le meilleur, et il faudra que je continue mon entraînement, ça crée une petite émulation. Et puis, dans le sens inverse, bah, on a eu un Bested Faction, Inquisition, Tau, Mechanicus et je sais plus quelle autre armée, je crois qu'il y en avait 4, où au final il y avait un joueur de la faction. Bah écoute, bravo, t'es le best de ta faction, Tu as eu mais le courage t'es de venir venu avec avec. ça, ouais. C'est ça, t'es venu avec ton armée Tau, t'as représenté l'armée Tau. Peut-être que t'étais tout seul et que du coup t'es le meilleur, même si t'as fini, je sais pas, centième sur 120, mais t'es venu avec ta faction. Ouais, ça, je trouve ça trop bien aussi. Je trouve ça trop cool parce qu'en fait, ça permet aussi, ça évite la course à l'échalote en fait. Parce que c'est vrai que la méta étant ce qu'elle est, si on Elle veut, change trop vite. voilà, si on veut vraiment perf, il faut forcément aller chercher le top 1, 2, 3 codex du moment. Euh, je rigolais avec Aranoué, petite anecdote de l'ogre. Donc Aranoué qui est mon ancien capitaine à la FTA et qui est maintenant chez Semi Croustillant, qui a fait 2 tournois, donc c'est un joueur Astra historique. Il a fait 2 tournois en Mhm. Nika, il avait déjà mis les mains sur un Nika, je crois qu'il fait un top 3 au Duc, alors qu'il a jamais mis les mains à Nika. Et donc en fait, on peut vite se retrouver avec des trucs un peu aberrants. Il en rigolait lui-même, il me dit, mais je lui dis, tu t'es entraîné un peu avec Nika? Elle me dit, ah non, 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 j'ai fait 2 parties vite fait, histoire de voir un peu, mais bon, voilà. Bah, Euh, ça reste un bon joueur qui a un ah bagage. oui, Et c'est vrai ah que oui, oui, à, il est solide. à un instant T, certains codex sont plus favorisés que d'autres, c'est un fait. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que venir avec un peu à la McDo, c'est-à-dire venez comme vous êtes, moi je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien parce que ça va venir motiver les joueurs malgré le fait que leur faction soit peut-être pas au top du top du top actuellement. Et ben c'est pas très grave. Je viens quand même avec ma faction, avec mes figues que j'ai peint. J'en suis content et j'en suis fier. Et puis je vais viser le best in faction au lieu d'essayer d'aller taper un top 3, 4, 5, 10 quoi. Et je trouve ça C'est ça. franchement sain. C'est C'est un, vachement sain, je trouve. c'est un autre objectif qu'on peut se donner à soi-même. Et c'est, comme tu dis, c'est sain, parce que ça évite de se mettre la pression absolue du oh, il faut que je sois top 10, sinon j'ai perdu mon événement. Bah non, peut-être que j'ai juste envie d'être Best in Faction World Eater, et bah, c'est légitime aussi, et puis c'est un bon objectif, ma foi. C'est ça. Tout à fait. Chacun se donne les objectifs qu'il veut. C'est très très cool. Du coup, nous allons arriver à pas mal d'heures maintenant, hein. On a bien papoté, À c'est cool. 2 On heures a à peu un près, peu ouais. plus de 2 heures de podcast avec l'intro, avec les 15 minutes d'attente. Du coup, on va conclure tout doucement. Et puis, je ferai une petite outro avec un teasing du prochain. Donc, comme on disait tout à l'heure, bah, Invictus, encore merci pour ton temps. Merci pour Bah, le. merci à vous pour l'invitation, du coup.
Et puis merci pour le temps que tu passes à organiser et à tout ce que tu fais pour le hobby. On fait un petit clin d'œil et un bisou aussi à tous ceux qui t'ont épaulé et pour l'ogre, parce que je dois Ouais, dire qu'il y avait quand même c'est du beaucoup de travail gens. d'équipe. C'est Et du on Ils nous travail ont, s- d'équipe, ouais. ils nous ont bien fait rire. Ils nous ont fait marrer, on a été super bien accueillis, et en plus de ça, quand on sort d'une partie où ça a été un peu raide, où on s'est pris un fion, un truc comme ça, qu'on arrive dehors et qu'il y a des gens souriants qui t'attendent sous une tonnelle pour te servir des bons repas, eh ben, je veux dire que ça fait une grosse différence. C'est sûr. On passe un très très bon week-end. Donc ça, merci. Donc c'est Donjons et Darons, c'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. En fait, c'est Donjons et Darons et la Guilde des Détruqués qui nous ont fourni la majorité des bénévoles à la buvette et à la restauration. C'est vraiment les deux clubs qui travaillent ensemble pour fournir le meilleur événement possible, puisque c'est pas seulement un tournoi, c'est vraiment un événement convivial, c'est une petite fête. C'est l'apéro entre copains, c'est manger ensemble le soir, et ça, ça nécessite des petites mains et une force vive qui le font avec plaisir, tout simplement, pour les mêmes raisons que les organes et les arbitres. Euh, Créer C'est un trop événement cool. qui fera plaisir à tout le monde. C'est trop cool. Donc on les remercie vraiment parce qu'on a été vraiment super bien accueillis. Et, euh, et donc pour la suite, eh ben, il va se passer un truc. JB, tu veux le faire le teasing ou j'y vais? Vas-y, Non, non, fais-le. vas-y, ça te fait plaisir. Non, c'est toi qui l'as organisé, Bon, vas-y, fais-le. bon. Alors, C'est vous cool. savez que nous sommes un petit et humble média. Voilà, on essaie de faire au mieux dans notre petit univers. Et j'ai eu l'audace d'envoyer un petit message juste après le WTC pour avoir un invité sur ce podcast que j'estime d'extrême qualité, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan du jeu. Et donc j'ai le plaisir et surtout l'honneur de vous dire que dans 2 semaines, nous accueillerons le coach de l'équipe de France, Moyashi, dans le podcast, dans notre humble maison. Donc on aura le plaisir d'accueillir Moyashi sur le sujet du coaching, parce qu'il faut savoir que le coaching c'est complexe en équipe et Et c'est très important. et c'est clé vraiment. Et je pense que à notre niveau, à nous, les relais noirs, on n'a pas encore tout saisi on va dire de la profondeur et de l'importance du coaching. Et donc je me suis dit, qui de mieux pour nous expliquer ça? Bah en fait, on va prendre le coach qui est champion du monde, parce que malgré tout, il vient de chez nous, autant en profiter, autant se servir. Donc Moyashi a eu l'extrême gentillesse d'accepter l'invite, donc ça fait super plaisir. Donc ce sera vraiment axé sur le coaching. Le but c'est, bon, bien sûr on parlera de l'équipe de France, bien sûr on parlera de la deuxième étoile, parce que à jamais les premiers, mais surtout à jamais les premiers une deuxième fois, ça faut pas oublier. Mais voilà, on aimerait Et bien avoir... objectif troisième fois. Objectif troisième fois, c'est ce que je lui ai dit. J'ai là maintenant, vous pouvez plus nous décevoir en fait, c'est plus possible. Et donc du coup, l'idée, ça va être de voir sa vision du coaching. Alors, on va essayer de vulgariser parce que c'est pas simple. C'est quelqu'un qui voit le coaching mais de tout en haut. Mais je pense que ça va le faire. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Donc, on va essayer de vulgariser, on va essayer de donner des clés. Et l'idée, ça va être de comprendre sa vision du truc, comment lui perçoit ça. Essayer de comparer ça à ce que nous on fait. Donc forcément il y aura des trous, hein, voilà. Et puis aussi peut-être donner des petites clés de démarrage pour les équipes actuelles ou les futures équipes qui se monteront et qui regarderont un jour ce podcast en se disant bah tiens, quitte à écouter quelqu'un, autant écouter celui qui fait ça le mieux. Et prendre quelques clés de compréhension pour améliorer votre coaching ou le comprendre si vous vous lancez en ligue cette saison ou dans les saisons à venir. Voilà. Donc on n'est pas peu fiers, hein, parce que voilà, c'est quand même pas, c'est quand même pas de la merde, donc c'est vachement cool et ça va nous permettre d'apprendre en fait des meilleurs. Donc ça c'est trop cool. Donc C'est ça, voilà parce que pour ça. comme tu le dis, on peut avoir de très très bons joueurs avec des très bons niveaux individuels dans une équipe. Ce qui fait qu'une équipe est bonne, c'est sa cohésion, c'est sa synergie, c'est la construction du roster, c'est les, di- les, les directions qu'on donne aux joueurs pendant la ronde, s'il faut sécuriser des points ou prendre des risques en fonction de ce qui se passe au fil du temps, et ça passe par le coach notamment. Tout à fait. Ce qui fait une bonne équipe, c'est des bons joueurs, un bon capitaine et des bons coachs. Yes. Et ça, c'est quand même. Moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus cette année au WTC, parce que le niveau des joueurs, il n'est pas approuvé. On sait que ce sont des gens qui sont très forts, qui affrontent des gens aussi qui sont très forts, sinon ils ne seraient pas là. Et je pense que vraiment la différence, elle se fait. Enfin, moi, ce qui m'a le plus impressionné pour l'avoir regardé en live
C'est c'est vraiment cette capacité de dire, bah là, il s'est passé ça, donc j'ai demandé à un tel de réagir comme ça. En fait, sa lecture est tellement, enfin, c'est tellement transparent, rapide, la communication avec les joueurs, c'est tellement fluide que quand il dit, bah lui, il faut qu'il me ramène 8, il devait me ramener 12, mais en fait, il va me ramener que 8, donc je vais lui demander de faire 10, et au pire, il fait 9. Résultat, 9. Waouh, putain, c'est fort quand même. Comment il fait? Comment ils font? Merde, ils arrivent à faire tout ça avec 8 joueurs, avec la pression, avec la fatigue, avec... Donc voilà, j'ai En plein de questions. anglais, En anglais, en anglais, parce que quand un coach communique avec un joueur en pendant plus. une ronde WTC, bah, il doit parler dans une langue qui est compréhensible de son adversaire, donc fatalement c'est l'anglais. Ouais, donc c'est... Donc Non, c'est... ça demande de la préparation. Donc j'ai trop hâte. On va préparer ça comme il faut avec JB pour essayer de produire un podcast de qualité et vous donner envie de vous lancer, parce que c'est ça aussi qu'on veut, c'est que vous vous lanciez dans ces aventures-là, de dégager de derrière l'écran et de pas vivre ça par procuration, mais d'aller vous inscrire en ligue, d'aller vous inscrire en tournoi et d'aller vivre ces choses-là. Donc ça continue dans cette démarche-là. Et puis, un petit clin d'œil aussi à notre sponsor qui est MaxiRêve. Je vous rappelle, donc MaxiRêve à Abbeville, qui, avec le code MaxiRoll, vous donne une réduction supplémentaire sur vos commandes. Et on les remercie de nous soutenir encore sur cette deuxième saison. On les remerciera jamais assez. Donc, un gros bisou à Mathieu et à JC aussi en passant. Et puis voilà, bah, c'était l'épisode 10, messieurs. Je vous remercie pour votre présence, pour votre temps, pour votre bonne humeur, votre gentillesse. JB, merci pour la préparation. Merci pour les travaux, comme on dit dans le jargon. Aïe, aïe, aïe. Et De puis, rien, de rien. on se retrouve dans approximativement 2 semaines. Je vais revalider la date avec Moya. Et puis, bah, ce sera comme d'habitude posté sur Instagram, Facebook. Et comme ça, vous aurez la date. Ce podcast sera aussi rediffusé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur Spotify. Et cette fois, j'ai pas oublié, donc Romain, il ne mettra pas des tartes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, un bon week-end à venir, et puis bah, merci encore pour votre temps. Bonne soirée tout le monde, et bonne nuit. À bientôt, ciao, ciao. Bonne soirée et bonne nuit, et encore merci à vous.